Asseyez-vous près de la porte de la cuisine, m'a dit la mariée, son sourire doux mais tranchant comme une lame. La musique s'élevait derrière elle, des violons et un groupe de jazz feutré remplissant la salle tandis que les invités riaient et levaient leurs flûtes de champagne. Les lustres jetaient une lumière dorée sur les robes à paillettes et les smokings impeccables. Chaque recoin scintillait comme s'il avait été poli pour un magazine. Mais à cet instant, la pièce est devenue glaciale. Je portais la robe bleu marine que j'avais économisé des mois pour acheter, la plus belle chose que je possédais. Dans mes mains reposait une boîte blanche parfaitement emballée, nouée d'un ruban argenté. Je m'appelle Vivienne Leclerc. J'ai 59 ans, je suis veuve et mère d'Étienne Leclerc, le marié qui se tenait à l'autre bout de la pièce, inconscient de l'humiliation qui se déroulait à son propre mariage. Et la femme qui venait de me parler avec cette douceur acérée était Mélissa Cartier, ma nouvelle belle-fille. Elle s'est penchée près de moi, chuchotant pour que les autres n'entendent pas, mais s'assurant que ses mots me transpercent. Elle m'a dit de m'asseoir près de la porte de la cuisine, loin des photographes, pour que mon âge, mes rides, ma présence ne gâche pas les images parfaites qu'elle voulait pour ses réseaux sociaux. Le sourire n'a jamais quitté son visage. Autour de la table, j'ai senti le silence tomber comme une pierre. Une fourchette s'est arrêtée en l'air. Quelqu'un s'est raclé la gorge et a détourné le regard. Seule Hélène, la marraine d'Étienne et ma plus vieille amie, a croisé mon regard. Son expression était un mélange d'indignation et de pitié. Elle a ouvert la bouche comme pour parler, mais j'ai fait un petit signe de tête négatif. Je n'avais pas besoin qu'elle mène cette bataille. Pas ici, pas comme ça. Alors, j'ai souri, non pas de joie, mais avec quelque chose de plus stable. Je me suis levée de ma chaise, j'ai attrapé la boîte blanche sur la table des cadeaux et je l'ai serrée fermement contre ma poitrine. Je suis passée devant la table d'honneur où mon fils riait d'une blague de son témoin. Il n'a même pas jeté un regard dans ma direction. Il n'a pas remarqué sa mère quittant son mariage. Il n'a pas vu le tremblement dans mes mains ni la fermeté dans mes pas. Pas à pas, j'ai traversé le sol de marbre brillant, les talons de mes chaussures marquant un rythme de défi silencieux. Les invités ont tourné la tête, les chuchotements s'élevant comme une marée. Mais je n'ai pas faibli. J'ai poussé les portes et j'ai senti l'air frais du soir m'envelopper. Et voici la vérité. Personne dans cette salle de bal ne le savait. À l'intérieur de cette boîte blanche ne se trouvait pas n'importe quel cadeau de mariage. Elle contenait l'acte de propriété d'un appartement de luxe d'une valeur de 3,1 millions d'euros et un chèque de 4 millions d'euros supplémentaires. C'était mon cadeau pour mon fils unique et sa nouvelle femme, jusqu'à ce moment où j'ai décidé de le garder pour moi. Les téléphones n'ont pas cessé de sonner depuis. Si vous regardez ceci, assurez-vous de vous abonner, d'activer la cloche et de partager d'où vous écoutez. Car ce n'est pas seulement une histoire de commentaires désobligeants à un mariage. C'est une histoire de dignité, de sacrifice, et de ce qui arrive quand une mère qui a tout donné décide enfin de reprendre quelque chose pour elle-même. Je suis Vivienne Leclerc. Et voici comment, au mariage de mon fils, j'ai souri, pris mon cadeau, et je suis partie. Je vis dans un 2 pièces avec de la peinture qui s'écaille au plafond et un radiateur qui cliquette la nuit comme s'il se plaignait de son propre âge. Ma cuisine est si petite que je peux étendre les bras et presque toucher les 2 murs. La plupart du temps, le dîner se compose de nouilles instantanées ou de soupe en conserve. Tout ce que je peux acheter avec la petite monnaie que je compte de ma pension de retraite. Je note chaque dépense dans un petit carnet, car si je ne le fais pas, je me retrouverai à découvert avant la fin du mois. Il y a eu des jours où je me tenais au comptoir de l'épicerie, les pièces étalées sur le comptoir, les joues en feu parce que je n'étais pas sûre d'avoir assez pour du pain et du lait. Voilà ce qu'est devenue ma vie après la mort d'Henri. Dans le coin du salon se trouve la seule chose de lui dont je n'ai pas pu me séparer, son vieux fauteuil en bois. Les accoudoirs sont griffés et le coussin est affaissé. Mais pour moi, c'est l'encre de tout ce que j'avais autrefois. Quand je m'y assieds, je peux encore sentir la faible trace de son eau de Cologne, comme si le tissu se souvenait de lui mieux que quiconque. C'est dans ce fauteuil que je m'assieds quand l'appartement semble trop vide. C'est là que je lui parle quand je ne peux pas dormir. C'est là que je m'empêche d'oublier qu'il fut un temps où je faisais partie d'une famille, pas seulement une femme qui tirait le diable par la queue. Parfois, quand je ferme les yeux dans ce fauteuil, je vois Étienne enfant. Je me souviens d'une nuit d'hiver où il avait 8 ans et brûlait de fièvre. Son petit corps tremblait tandis qu'il m'appelait dans le noir. J'ai pressé un linge frais contre son front heure après heure, murmurant encore et encore, « Maman est là. Ne me quitte pas. » Sa petite main s'agrippait à la mienne de toutes ses forces. Ce souvenir reste vif à cause de ce qui s'est passé à son mariage.
Parce que le même garçon qui m'avait un jour supplié de ne pas le quitter m'a laissé partir en silence pendant que sa femme me disait de m'asseoir près de la porte de la cuisine. Le contraste est un couteau que je sens encore se tordre. La vérité est que j'ai acheté ce billet de loto par entêtement, presque par colère. J'étais à l'épicerie du coin, mes mains serrées autour de 5 euros froissés. Le vendeur a mentionné que le jackpot s'élevait à 62 millions. J'ai ri amèrement, car un tel chiffre était comme une autre planète. Je venais de finir d'écouter Mélissa se vanter de son dernier sac à main de créateur pendant que je mangeais le plat le moins cher du menu. Et je me suis dit, pourquoi ne pas gaspiller 5 euros comme elle en gaspille des milliers? J'ai tendu le billet, à moitié par défi, à moitié par résignation. J'ai mis le billet dans mon portefeuille et je l'ai oublié pendant 2 jours. Quand j'ai regardé le tirage à la télévision, j'ai cru à une erreur. Mes numéros sont apparus les uns après les autres, s'alignant comme des soldats. 7, 14, 21, 35, 47, et le numéro chance, le 9. Chaque numéro correspondait. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli renverser mon thé. J'ai vérifié encore, puis encore une fois. Il n'y avait pas d'erreur. À cet instant, la femme qui comptait ses pièces pour acheter du lait était devenue multimillionnaire. Mais la première chose que j'ai ressentie n'était pas de la joie. C'était de la peur. La peur qu'Étienne et Mélissa le découvrent. La peur qu'ils me voient non pas comme une mère, mais comme un compte en banque. La peur de perdre les derniers lambeaux de dignité auxquels je m'accrochais. Alors, je suis allé voir un avocat. Il s'appelait Maître Dubois, un homme d'une 50aine d'années avec des yeux fatigués et une voix calme. Il a étalé les papiers sur son bureau et m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Vivienne, a-t-il dit, le papier, c'est le pouvoir. Si vous voulez vous protéger, faites-le avec des documents. Ne dites rien à personne. Décidez soigneusement qui mérite de savoir et qui mérite d'en bénéficier. Une telle somme d'argent peut briser des familles. » J'ai hoché la tête. Je savais déjà qu'il avait raison. Ma vie avait été une série de sacrifices dont personne ne se souvenait. Vendre la montre d'Henri pour qu'Étienne puisse commencer ses études supérieures. Sauter des repas pour qu'il y ait assez pour payer les livres d'Étienne. Des années à me dire que l'amour et la loyauté seraient récompensés avec le temps. Mais à ce mariage, j'ai appris qu'ils ne le seraient pas. Pourtant, dans ce bureau avec Maître Dubois, j'ai fait un choix. J'ai pensé que peut-être, juste peut-être, si je donnais à Étienne et Mélissa le cadeau d'un appartement de luxe et un chèque, ils me verraient à nouveau. Pas comme une vieille femme à cacher près de la porte de la cuisine, mais comme la mère qui avait tout donné. J'ai quitté son bureau avec des dossiers de documents signés rangés dans mon sac, l'encre encore fraîche. Je me suis dit que c'était ma chance de réparer les fissures, de guérir la distance entre nous. J'imaginais les yeux d'Étienne quand il ouvrirait la boîte blanche, le souffle coupé de Mélissa quand elle verrait l'acte de propriété. Je croyais que la gratitude pouvait pousser là où l'égoïsme avait vécu. C'était l'espoir que j'ai porté jusqu'au jour de leur mariage. L'espoir que je portais dans cette boîte nouée d'un ruban argenté, pressé contre ma poitrine. Je me souviens du jour où j'ai mis les pieds pour la première fois dans l'appartement de grand standing. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur un hall privé, et l'agent immobilier m'a guidé à travers des portes vitrées qui révélaient une vue sur la Méditerranée s'étendant à l'infini vers l'horizon. Je suis sortie sur le balcon, et le vent m'a frappé avec l'odeur salée de la mer. Mes cheveux ont balayé mon visage, et je me suis agrippée à la balustrade, presque prise de vertige à l'idée que cet endroit pourrait être le mien. Le sol sous mes pieds était en pierre lisse, du genre de celle que je n'avais vue que dans les magazines. L'eau scintillait en contrebas comme si elle attendait de m'emporter loin de tout ce que j'avais enduré. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé Étienne se tenant là, les clés à la main, riant comme il le faisait enfant quand il ouvrait ses cadeaux le matin de Noël. J'ai vu la bouche de Mélissa s'ouvrir de stupeur, peut-être même la gratitude adoucissant son sourire soigneusement maquillé. Pendant un fragile instant, je me suis convaincu qu'un acte de propriété d'une valeur de plus de 3 millions d'euros pourrait me racheter le respect que j'avais perdu. Je voulais leur offrir un avenir si beau qu'il leur rappellerait la mère qui s'était battue pour le leur. Plus tard ce soir-là, je me suis assise à ma table de cuisine avec les documents étalés devant moi. J'ai signé mon nom d'une main tremblante, puis j'ai glissé l'acte de propriété dans une enveloppe. À la banque, j'ai demandé au directeur d'émettre un chèque de banque de 4 millions d'euros. Il m'a regardé comme s'il n'était pas sûr que je comprenne le montant. « En êtes-vous certaine ?» a-t-il demandé. Je lui ai dit que j'en étais absolument certaine. Quand le chèque a été prêt, je l'ai placé avec soin dans une pochette en velours.
L'acte et le chèque ont tous deux été placés dans une boîte cadeau blanche nouée d'un ruban argenté que j'avais acheté au magasin de loisirs créatifs. J'ai refermé le couvercle presque avec révérence, comme si j'y scellais non seulement de l'argent, mais aussi une prière. Cette boîte est restée sur le comptoir pendant 2 semaines. Chaque matin, en faisant bouillir de l'eau pour mon thé, mes yeux tombaient dessus. Elle me rappelait l'espoir que je portais encore, qu'un jour prochain, la gratitude me reviendrait sous la forme de la voix de mon fils. Pendant ces mêmes semaines, je me suis privée de petites choses, en secret, pour que le mariage puisse briller. J'ai fait des chèques pour les fleurs, pour le traiteur, pour le photographe. J'ai renoncé à la viande et aux fruits, me disant que la soupe suffisait. J'ai évité de prendre le bus et j'ai traversé la ville à pied pour économiser quelques euros. Chaque paiement était un sacrifice que je justifiais par l'image du visage d'Étienne s'illuminant en découvrant mon cadeau. Pendant ce temps, Mélissa était occupée à exhiber ses nouveaux sacs à main lors de brunch. J'ai vu les photos sur les réseaux sociaux. Elle posait avec des lunettes de soleil miroir, sa main reposant nonchalamment sur un sac qui coûtait plus de 3 mois de mon loyer. Sa légende disait « Le travail paie ». Pourtant, je ne l'ai jamais vue travailler un seul jour aussi dur que moi. Au moment même où elle étalait son luxe, j'étais chez moi à compter mes pièces pour voir si je pouvais m'offrir des œufs. Pourtant, j'ai continué. J'ai commandé une robe modeste pour moi. Rien de comparable aux robes que Mélissa portait, mais une dans laquelle je pouvais au moins me sentir présentable. J'ai répété le moment où ils ouvriraient ma boîte devant tout le monde. J'imaginais le silence s'installer alors que l'acte se dépliait, le murmure d'admiration s'élever dans la foule, Étienne m'embrassant devant la famille. C'était un rêve tissé de chaque centime que j'ai dépensé, de chaque repas que j'ai sauté, de chaque économie que j'ai faite pour que leur mariage brille plus que ma propre vie ne l'avait jamais fait. Et même lorsque le doute murmurait dans les heures calmes de la nuit, je tenais bon. Je m'asseyais dans le vieux fauteuil d'Henri, regardant ce ruban argenté scintiller dans la pénombre, et je me disais que c'était le pont qui me ramènerait à mon fils. C'était le cadeau qui lui ferait voir en moi non pas une vieille femme vivant de sa retraite, mais la mère qui avait toujours été là. Je me suis convaincue que ce seul acte, ce seul geste extravagant, guérirait tout. Je me suis réveillée avant l'aube le jour du mariage, la ville encore silencieuse, l'air derrière ma fenêtre d'un bleu pâle de nouveau départ. J'ai repassé ma robe bleu marine avec des gestes soignés, pressant les coutures comme Henri me l'avait appris quand nous étions jeunes et que nous économisions chaque euro. J'ai attaché mes cheveux en arrière, simplement et proprement. Mes mains ont tremblé une fois, puis se sont stabilisées. J'ai glissé mes pieds dans des talons bas et j'ai posé la boîte cadeau blanche sur mes genoux. Le ruban argenté brillait. L'église était pleine bien avant la procession. Les vitraux projetaient des carrés de couleurs sur l'allée. L'orgue s'est mis à jouer. L'air sentait légèrement le lys et le bois ciré. Amis et collègues, cousins et voisins, des visages qui avaient vu Étienne passer d'un garçon aux genoux écorchés à un homme en smoking. Je me suis assise vers le milieu et j'ai lissé ma jupe sur mes genoux. Quand les portes se sont ouvertes et qu'il est entré avec le prêtre, les épaules droites et les yeux brillants, ma vision s'est brouillée. Il ressemblait à Henri sur la photo que je garde sur la commode. La même expression pleine d'espoir. La même façon de baisser les yeux comme pour retenir une émotion avant qu'elle ne déborde. J'ai pensé à la nuit où Henri est mort. La chambre d'hôpital stérile, la façon dont je tenais sa main pendant que les moniteurs cliquetaient. Je me suis souvenu d'avoir signé des papiers seul, d'avoir organisé des funérailles, de m'être promis qu'Étienne aurait toujours la vie dont nous avions rêvé pour lui. Chaque sacrifice traversait cette allée comme un ruban invisible. La montre que j'ai vendue pour qu'il puisse commencer ses études supérieures. Le deuxième emploi que j'ai pris. Les jours fériés que j'ai travaillé pendant que d'autres familles se réunissaient. Quand Mélissa est entrée au bras de son père, l'assemblée a murmuré d'admiration. Sa robe était ample. Son maquillage était impeccable. Son sourire aurait pu figurer sur un panneau publicitaire. Le visage d'Étienne s'est illuminé d'émerveillement et de quelque chose qui ressemblait à du triomphe. J'ai applaudi quand tout le monde a applaudi. J'ai répété les prières. Les vœux étaient simples et le baiser a suscité des acclamations. Même alors, je croyais qu'il pourrait y avoir une place pour moi. Je croyais que la gentillesse pouvait encore trouver sa place à côté de leurs ambitions. La salle de réception n'était que cristal et or. Un trio jouait du jazz dans un coin et les serveurs se déplaçaient comme dans une chorégraphie, les plateaux en équilibre sur leurs paumes. J'ai trouvé la table 12, vers l'arrière, près d'une sortie et d'une rangée de palmiers en pot. Autour de moi était assis tante Lorraine avec sa canne et son humour malicieux, monsieur et madame Whittaker de notre ancien quartier,
2 cousins âgés que je n'avais pas vus depuis des années. Nous avons échangé de petites histoires et la conversation était douce. Je pouvais voir la table d'honneur de l'autre côté de la piste de danse. Étienne se penchait vers son témoin en riant. Mélissa scintillait sous les lumières, recevant l'attention comme si elle l'avait toujours possédée. J'ai placé la boîte blanche à côté de mon assiette, là où je pouvais garder une main dessus sans y penser. Le dîner est arrivé, magnifiquement présenté. J'ai mangé lentement, goûtant plus de nervosité que de nourriture. Après les discours, après la première danse, après un tourbillon de parents posant pour des photos, Mélissa a commencé à passer de table en table, acceptant les compliments. Elle a enfin atteint la nôtre. De près, sa beauté était presque féroce. Elle m'a touché légèrement l'épaule en souriant. Un sourire parfait. Asseyez-vous près de la porte de la cuisine, s'il vous plaît. Pour les photos, a-t-elle dit. Son ton était doux, ses yeux ne l'étaient pas. J'ai fixé sa main sur mon épaule, petite et manucurée, et j'ai senti une froideur familière me parcourir l'échine. Pendant un battement de cœur, la salle a continué de bouger. Le trio a continué de jouer. Les verres ont continué de tinter. Puis le son s'est affaibli. Une fourchette s'est arrêtée. Un murmure a glissé sur le lin. Hélène, la marraine d'Étienne et ma plus vieille amie, s'est figée, l'indignation brillant sur son visage. Elle a pris une inspiration pour protester. J'ai croisé son regard et j'ai secoué la tête une fois. Pas ici. Pas aujourd'hui. Je me suis tournée vers Mélissa et j'ai souri de la façon dont on sourit quand on a fini d'expliquer qui l'on est. Je me suis levée de ma chaise. Mes paumes ont senti le poids frais de la boîte alors que je la soulevais de la table. Je l'ai nichée contre mes côtes, de la même manière que je nichais Étienne quand il était nouveau-né. Je suis passée devant les centres de table de rose blanche, devant la piste de danse polie, devant la table d'honneur où mon fils ajustait son bouton de manchette et riait d'une histoire. Il n'a pas levé les yeux. Il ne m'a pas vu. Un serveur près de l'entrée a tendu la main vers la porte. J'ai hoché la tête en signe de remerciement et je suis entrée dans le couloir, la moquette étouffant les derniers sons du groupe. Je pouvais sentir l'odeur du café et quelque chose de sucré venant de la cuisine. La vie continuait avec sa calme efficacité. Dehors, l'air du soir était frais. Je suis restée sur le trottoir jusqu'à ce qu'un taxi s'arrête. Le chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur, puis a regardé la boîte sur mes genoux. « Tout va bien, madame ?» a-t-il demandé. « Je vais mieux que je ne l'ai été depuis des années », ai-je dit. Alors que la voiture s'insérait dans la circulation, les lumières du lieu de réception s'estompaient. J'ai brièvement appuyé ma joue contre la boîte et j'ai senti quelque chose se mettre en place. Pas de la colère, pas de l'amertume, de la résolution. Le temps que nous arrivions à mon immeuble, j'avais compris ce qui avait changé. J'étais sortie d'un rôle que j'avais porté pendant des décennies. J'avais quitté la table où l'on attendait de moi que je m'assoie et que je sois reconnaissante pour les miettes. C'était mon entr'acte. Le moment où la mère accommodante prenait fin et où la femme avec des limites commençait. Le téléphone a sonné à 2 heures du matin. L'heure qui arrache le sommeil des yeux. Je me suis réveillée dans le vieux fauteuil d'Henri avec une couverture sur les épaules et la boîte cadeau blanche sur la table basse, son ruban argenté captant la lumière de la rue. Le nom d'Étienne remplissait l'écran. Je l'ai laissé sonner 2 fois, j'ai senti ce vieux réflexe de sauvetage, puis j'ai répondu. « Maman, Mélissa dit que tu étais contrariée. Tu vas bien ?» Sa voix était prudente, comme s'il contournait une flaque d'eau. J'ai regardé la boîte. Je pouvais presque voir le contour de l'acte de propriété et de la pochette en velours à l'intérieur. Dans le verre noir du téléphone, mon visage flottait, ridé et stable. « Je suis exactement là où je dois être », ai-je dit. Il y a eu une inspiration, un petit clic, le son d'une télévision au loin. « Maman, que s'est-il passé ? Quelqu'un a dit quelque chose. » J'ai jeté un coup d'œil au fauteuil vide en face de moi. J'ai imaginé la porte de la cuisine, l'éclat des lustres sur les sols polis, la main de Mélissa sur mon épaule comme si elle déplaçait un vase. Toute une vie d'explications m'est montée à la gorge. Je l'ai ravalé. « Bonne nuit, Étienne », ai-je dit, et j'ai mis fin à l'appel. L'appartement écoutait. Un tuyau a fait un bruit sec. J'ai resserré la couverture et j'ai laissé le silence me couvrir comme de l'eau chaude. Le téléphone s'est rallumé. Étienne, puis un numéro inconnu, puis Mélissa. J'ai désactivé la sonnerie et j'ai posé le téléphone face contre table. La lueur s'est éteinte. Le ruban a gardé son éclat. J'ai rempli la bouilloire et j'ai attendu le sifflement fin. Tasse, sachet de thé, bouilloire, versé.
La vapeur s'est élevée comme une bénédiction. Le téléphone a vibré contre le bois encore et encore. Je n'ai pas décroché. Quand Étienne était petit, il m'appelait dans le noir, et je répondais avant le deuxième cri. Maintenant, les rôles étaient inversés. Le téléphone appelait et je le laissais sonner. Pas pour punir, mais pour tracer une ligne. Les limites ne sont pas des couteaux. Ce sont des portes avec des serrures. Ce soir, j'ai tourné le verrou. À 3 heures, les appels ont cessé. Quelques minutes plus tard, ils ont repris. Un texto a clignoté, puis un autre. Es-tu en sécurité? Réponds s'il te plaît. Mélissa est inquiète. J'ai posé le téléphone et j'ai respiré. Être en sécurité n'est pas la même chose qu'être à l'aise. J'étais vraiment en sécurité. Le thé a refroidi. J'ai lissé le ruban avec mon doigt. Je l'avais noué délicatement, imaginant qu'il glisserait librement sous les mains de mon fils. J'avais imaginé ses yeux quand il verrait l'acte. Le visage de Mélissa s'ouvrant à la gratitude. Dans cette image, je m'étais effacée. Ce soir, je me suis réinscrite. Un cadeau peut bénir, mais pas au prix de celui qui donne. À 4 heures, je me suis allongée sur le canapé et j'ai regardé l'ombre de la fenêtre grimper au plafond. Je n'ai pas dormi. Je n'en avais pas besoin. Le silence veillait. J'ai envisagé de rédiger un message qui expliquerait. J'ai envisagé de lui faciliter la compréhension. Puis je me suis souvenu de la salle de bal où mon silence m'avait été imposé. Ce silence était choisi. Le choix altère le goût. L'aube a éclairci l'obscurité. J'ai préparé une autre tasse de thé et j'ai ouvert le petit carnet où je suivais mon budget. J'ai écrit une nouvelle ligne entre le loyer et les courses. Respect dû à réception. Le téléphone a de nouveau vrombi. Je l'ai laissé vrombir. À 6 heures, Hélène a appelé. Son nom sur l'écran a apaisé quelque chose dans ma poitrine. J'ai répondu. Tu vas bien, vive, a-t-elle dit. Plus que bien, lui ai-je dit. J'apprends. Elle a laissé échapper un souffle qui ressemblait à de la fierté. Alors laisse-les attendre. Nous avons parlé un peu, l'amitié ancienne parle dans le calme. J'ai pris une douche et je me suis habillée d'un pull simple et de chaussures solides. J'ai posé la boîte blanche sur l'étagère et j'ai glissé la clé de rechange de l'appartement de luxe dans la doublure de mon sac à main, juste pour sentir sa forme et me rappeler que ma vie contenait désormais plus d'une pièce. J'ai branché le téléphone, je l'ai allumé et je me suis éloignée. À midi, les messages s'empilaient. Certains étaient doux avec des excuses. Certains étaient enjoués comme si rien ne s'était passé. Quelques-uns avaient des pointes. J'ai fermé l'écran et je me suis tenue à l'évier sous l'eau froide. J'ai regardé le fauteuil d'Henri, les endroits usés où nos mains avaient poli le bois. Le pouvoir n'est pas le volume. C'est la posture. Ce soir-là, j'ai changé la mienne. C'était la nuit où mon silence a appris à parler pour moi. Le téléphone est devenu un métronome et mon cœur a gardé un rythme plus stable. J'ai enfin compris que je ne devais pas de réponse immédiate à des gens qui me traitaient comme une pause dans leur plan. Je me devais de la gentillesse et de la constance. J'ai désactivé la sonnerie et j'ai laissé la pièce se calmer comme un lac sans vent. Le ruban sur la boîte a capté la lumière de midi et a tracé une ligne brillante sur le couvercle. Hélène a frappé juste après 9 heures avec un sac en papier sous le bras et l'odeur de brioche chaude qui se répandait dans mon couloir. J'ai ouvert la porte. La chaleur du pain a caressé mon visage. Ses yeux se sont posés sur la boîte cadeau blanche sur la table basse, le ruban argenté, brillant comme une lame. Elle n'a rien dit pour l'instant. Hélène laisse toujours la personne blessée parler en premier. Entre, ai-je dit. C'est la bonne fournée. Plus de beurre, moins de sucre. Elle a posé le sac sur le comptoir et a inspecté la pièce comme le font les infirmières, remarquant tout sans faire d'histoire. Tu as l'air solide. J'essaie de l'être. Nous nous sommes assises à la petite table. J'ai sorti des assiettes et un pot de miel. La chaise en face de moi a gémi, puis s'est stabilisée. Elle a rompu la brioche avec ses mains. De la vapeur s'est élevée. Nous avons mangé sans parler. Elle a fait un signe de tête vers le fauteuil d'Henri. Tu as dormi là? Oui. Et le téléphone? Il a sonné jusqu'à ce qu'il apprenne que je ne répondrai pas. Hélène a siroté son café. Raconte-moi. Je lui ai parlé de la salle de bal, de la lumière, de la demande de m'asseoir près de la porte de la cuisine comme un vase mal placé. Je lui ai dit que je m'étais levée, que j'avais pris la boîte et que j'étais partie. Hélène écoutait comme un pont supporte un poids. Quand j'ai fini,
Elle a tracé une fissure dans le vernis. Vive, tu as payé le péage pendant des années. Tu as mis en gage la montre d'Henri pour couvrir le premier semestre d'Étienne. Je suis allé avec toi. Je t'ai tenu la main pendant que le commis examinait la gravure avec une loupe. Comme si l'amour était une imperfection. Tu as travaillé les jours fériés. Tu as fait le taxi. Tu as fait des chèques que tu ne pouvais pas te permettre et tu as souri pour qu'il ne voie pas le coup. J'ai fixé la boîte blanche. Je me suis dit que le cadeau guérirait tout ça. Elle a croisé mon regard. Vive, tu as assez donné. Laisse-les payer leur propre prix. Elle l'a dit doucement, non pas comme une punition, mais comme une libération. Les mots ont desserré une tension derrière mes côtes. J'ai plié une serviette. Si je garde l'acte de propriété, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de dur? Ça fait de toi quelqu'un d'honnête. La gentillesse sans limite n'est pas de l'amour. C'est une gomme. Elle s'est penchée en arrière. Tu as appris à Étienne à lire en traçant des mots sur sa paume. Trace un nouveau mot maintenant. Non. J'ai ri une fois, surprise. Tu fais comme si c'était facile. Ce n'est pas facile. C'est adulte. Elle a déchiré un autre morceau de brioche et a fait glisser l'assiette vers moi. Mange. La force aide la colonne vertébrale à tenir. Nous avons mangé pendant un moment. Hélène est passée à des questions pratiques. La fiducie est établie. Maître Dubois a tout déposé. Le titre de propriété est net. L'acte reste dans la fiducie jusqu'à ce que je décide autrement. De bons papiers avant les promesses. Elle a fait un signe de tête vers le téléphone. Tu vas le rappeler. Pas aujourd'hui. S'il s'excuse, j'écouterai les excuses qui me sont destinées, pas à l'argent. Hélène a souri. Elle a fouillé dans son sac et a sorti une photo froissée de son portefeuille. Étienne a 8 ans avec une dent en moins, son bras passé autour de ma taille sous une bannière de bibliothèque. J'ai gardé ça à cause de ton visage, a-t-elle dit, fatiguée et féroce à la fois. Le même regard que tu as aujourd'hui. J'ai touché le bord brillant. Cet hiver-là, il m'a supplié de ne pas le quitter quand il avait la fièvre. Et tu es resté. Elle a coincé la photo sous la salière pour qu'elle ne se courbe pas. Maintenant, c'est à son tour de se tenir là où tu peux le voir. S'il fait le pas, tu le sauras. S'il ne le fait pas, c'est aussi une réponse. La bouilloire s'est éteinte. J'ai versé plus de café. Hélène a rassemblé ses affaires mais ne s'est pas levée. Je suis fière de toi. J'ai l'impression de briser quelque chose. Tu brises un schéma. Les schémas se fissurent avant de guérir. Nous sommes allés jusqu'à la porte. Elle a mis le sac avec le reste de la brioche dans mes mains. Pour plus tard. Sur le seuil, elle a fait une pause comme elle le fait quand elle veut qu'une phrase porte. Tu te souviens du magasin avec la montre? Tu as pleuré à l'arrêt de bus et tu ne voulais pas qu'Étienne le sache. Tu as dit que l'amour était censé être silencieux. Écoute-moi. Le silence peut aussi signifier la force. J'ai hoché la tête. Le couloir retenait son souffle comme s'il comprenait le changement qui arrivait aujourd'hui. Hélène m'a serré le bras. Mange. Repose-toi. Si le téléphone sonne, laisse-le. Ton silence parle. Après son départ, je suis restée un moment la porte ouverte, puis je l'ai fermée doucement et j'ai mis la chaîne. L'appartement semblait moins petit. J'ai posé la brioche sur le comptoir, placé la photo à côté de la boîte, et je me suis assise dans le fauteuil d'Henri. Le ruban a capté une ligne de lumière. Ma résolution. S'est épaissie comme du miel qui refroidit. Je ne devais pas d'explication aujourd'hui. Je me devais un petit déjeuner et le courage de garder la porte verrouillée jusqu'à ce que le respect frappe. C'est Maître Dubois qui l'a dit clairement. Si je voulais de la clarté au lieu de rumeurs, je devais engager un détective privé. Les faits sont une sorte de lumière, m'a-t-il dit. Les papiers et les preuves empêchent la panique de prendre le contrôle. Je me suis assise en face de lui avec le dossier de la fiducie entre nous et j'ai senti la fatigue de la conjecture. Il a fait glisser une carte sur le bureau. Rebecca Tran, licenciée et discrète. J'ai mis la carte dans mon portefeuille et je suis rentrée chez moi à travers une ville qui semblait soudain pleine de portes. Rebecca a choisi un café à 2 rues du Palais de Justice. Elle était petite, le regard vif et sans fioriture. Le genre de personne qu'on oublie avoir vue, ce que je supposais être son don. Elle a écouté pendant que je lui racontais le mariage, la porte de la cuisine, les appels à 2 heures du matin. Elle a pris des notes comme une sténographe judiciaire.
Pas de drame, juste des dates et des noms. Que voulez-vous savoir? A-t-elle demandé. Assez pour prendre une décision nette, ai-je dit. Leurs dettes, leurs projets, la vérité, savoir si je devrais un jour leur donner la boîte que j'ai ramenée à la maison. Elle a hoché la tête, fermé son carnet et a dit qu'elle me contacterait. Une semaine plus tard, elle a appelé. Le rapport était prêt. Son bureau était dépouillé, un ventilateur en métal bourdonnant, des boîtes d'archives le long d'un mur. Elle a posé un classeur sur la table et l'a ouvert à un index soigné. Les points principaux d'abord, a-t-elle dit, et j'ai agrippé les bras de ma chaise comme si une vague arrivait. Carte de crédit, solde proche de la limite sur 3 comptes, frais de retard, taux d'intérêt qui m'ont noué l'estomac. Prêts étudiants, le capital d'Étienne bougeait à peine. Des paiements basés sur le revenu qui maintenaient le défaut de paiement à distance tout en enchaînant l'avenir. Prêt automobile. Mélissa avait opté pour un SUV de luxe il y a 6 mois. Des mensualités assez élevées pour couvrir une année de course. Compte acheter maintenant, payer plus tard, vêtements, articles pour la maison, électronique, 6 lignes de crédit ouvertes, toutes actives. Un voyage de noces réservé à crédit. Une carte de magasin liée à des sacs à main avec des paiements minimums qui ne touchaient jamais le principal. Elle a fait glisser des photos sur la table. Mélissa dans une boutique tenant un sac à main comme un trophée. La date était visible. Le prix du sac était indiqué sur le site public du magasin. Étienne devant le bureau d'un conseiller financier. La vitrine promettait une stratégie de retraite. Ils se sont renseignés sur les délais d'héritage, a dit Rebecca. La réceptionniste n'a pas divulgué de détails. Elle a seulement confirmé le sujet lorsque je me suis présentée comme une cliente potentielle. Elle a tourné une autre page. Ils se sont également renseignés sur l'établissement d'une procuration pour un parent âgé. Le conseiller les a orientés vers un avocat. J'ai senti une chaleur monter puis se dissiper. Il y a plus. Ils ont aussi engagé quelqu'un. Elle a poussé une deuxième carte de visite vers moi. Jacques Morin, petite agence licenciée. Il a posé des questions dans votre immeuble. Il vous a suivi jusqu'au bureau de Maître Dubois et à une société de titres où vous avez signé des documents. Il n'a pas pu accéder au dossier scellé, mais il vous a photographié en train de partir avec une enveloppe de la marque. Elle a tourné une photo vers moi. Mon visage, fatigué et déterminé, tenait l'enveloppe comme une bouée de sauvetage. Il a également surveillé votre banque 2 matins. Aucune infraction, seulement de l'observation. Il cherche une histoire qu'il peut leur vendre. Rebecca a tapoté une page avec des publications surlignées. Réseaux sociaux publics. Mélissa écrivant sur le fait de passer au niveau supérieur et le soutien familial. Étienne répondant avec un emoji de clé et un bras musclé. Rien d'illégal. Tout est révélateur. Je suis revenu au toto des dettes. Les chiffres défilaient comme des soldats qui ne dorment jamais. Rebecca a laissé le bourdonnement du ventilateur remplir l'espace. Vous n'êtes pas leur plan, a-t-elle dit doucement. Vous êtes leur plan de sauvetage. La phrase a atterri avec le poids stable d'un verdict. J'ai pensé au fauteuil d'Henri, à la fièvre hivernale, à la petite main d'Étienne s'agrippant à la mienne. J'ai pensé à la boîte blanche sur mon étagère avec son ruban argenté, la patience nouée en un nœud. J'avais voulu que la gratitude fleurisse quand il verrait ce que j'avais préparé. Maintenant, je voyais un jardin différent, un où les besoins avalaient tout ce qu'ils touchaient, où les cadeaux n'étaient pas des poms mais des appâts. Rebecca a fermé le classeur. Vous m'avez engagé pour la vérité, a-t-elle dit. Je suis désolée que ça fasse mal. J'ai hoché la tête. Combien je vous dois? Elle a nommé un montant que je pouvais facilement me permettre maintenant. Et pendant un instant, j'ai eu honte de la facilité avec laquelle c'était. J'ai payé. Elle m'a donné un reçu. Nous nous sommes serrés la main. Dehors, l'après-midi était lumineux et ordinaire. J'ai porté le classeur dans un sac en toile unie et je me suis fondue dans le trottoir. À mon immeuble, j'ai monté les escaliers lentement et je suis entrée. L'appartement sentait légèrement le nettoyant au citron et les vieux livres. J'ai posé le classeur à côté de la boîte blanche et je suis restée entre les deux pendant un long moment. Le téléphone s'est allumé avec un nouveau message. Étienne. Une ligne joyeuse à propos d'une photo de brunch qu'il avait postée. Un lien, un cœur. Pas un mot sur le mariage. Pas un mot sur moi. J'ai éteint le téléphone et je l'ai posé face contre table. J'ai passé ma main sur le couvercle de la boîte. Je te vois, me suis-je dit. Je vois ce qu'il voit. Aussi.
C'était la première fois que la phrase ne sonnait pas comme une trahison. Elle sonnait comme un réveil. Le papier m'avait donné le pouvoir. La preuve m'avait donné la permission. J'ai versé du thé et je me suis assise dans le fauteuil d'Henri. Le ruban a brillé dans une barre de lumière tardive. Une fine frontière brillante qui, enfin, tenait bon. L'appel est arrivé en milieu de matinée, alors qu'un carré de soleil réchauffait le tapis et que la boîte blanche reposait sur l'étagère comme une petite lune. Le nom de Mélissa a rempli l'écran. Je l'ai laissé sonner jusqu'à la dernière seconde possible, puis j'ai répondu. Sa voix est arrivée, sucrée et brillante, le genre de douceur qui enrobe une lame. Vivienne. Bonjour. J'étais inquiète. Hier était tellement mouvementé. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Le photographe nous pressait et la lumière près de l'entrée était terrible. Quand j'ai dit « porte de la cuisine », je voulais dire plus près du couloir de la cuisine, pour la composition, vous savez. Je suis vraiment désolée si ça a été mal interprété. Nous serions ravis de vous voir pour l'ouverture des cadeaux aujourd'hui. Midi convient à tout le monde. Pouvez-vous venir ? Elle n'a pas repris son souffle. Une excuse sous forme de bulletin météo. La faute rejetée sur la lumière et la logistique. Mes yeux sont tournés vers le fauteuil d'Henri, puis vers le ruban scintillant sur la boîte. J'ai entendu la voix sèche de Rebecca dans ma tête. Vous n'êtes pas leur plan. Vous êtes leur plan de sauvetage. J'ai éloigné le téléphone pendant un instant et j'ai laissé le silence s'installer entre nous. Le silence a une forme quand on le lui permet. À l'autre bout du fil, elle s'est empressée de le combler. Je sais que vous deviez être fatigué. Les mariages sont épuisants pour tout le monde. Je comprends tout à fait. Étienne était si inquiet quand vous êtes parti. Il a dit que vous n'aviez même pas eu de gâteau. Il déteste quand les gens partent sans gâteau. Bref, tout le monde vient à midi. Son patron pourrait passer. Cela signifierait tellement pour nous de vous avoir là. Apportez votre boîte. On pourra mettre tous les cadeaux près de la cheminée pour une jolie photo. J'ai commandé des ballons. Une jolie photo, un décor de cheminée, la boîte comme accessoire. J'ai laissé passer 3 secondes de plus. Je les ai comptées dans ma tête comme je comptais les respirations d'Étienne quand il dormait avec de la fièvre, ma paume sur ses cheveux, attendant la prochaine inspiration. Non, ai-je dit. Il y a eu un petit clic sur la ligne. Pas mécanique, humain. Pardon. Quoi ? Non, ai-je répété en posant doucement une tasse. C'est à cause d'hier ? Vivienne, j'ai dit que j'étais désolée. J'essayais juste d'organiser le flux. Le couloir de la cuisine était plus proche du photographe. Ce n'était pas une question d'âge. Mon Dieu, non. Vous êtes magnifique. Tout le monde l'a dit. S'il vous plaît, ne le prenez pas personnellement. Une excuse enrobée d'un compliment qui n'en était pas un. J'ai pensé au classeur dans mon sac, au solde de compte, au paiement minimum et au sac à main brillant sous les lumières des boutiques. J'ai imaginé Étienne devant la porte vitrée d'un conseiller, l'émoji de clé dans sa réponse publique. Mélissa a changé de tactique. Si midi est difficile, on peut faire 2 heures, ou on peut passer prendre votre cadeau pour que vous n'ayez rien de lourd à porter. On peut demander à notre chauffeur de s'arrêter à votre immeuble. Ce qui est le plus simple pour vous. Je veux que ce soit simple. J'ai regardé la boîte. Elle n'avait pas l'air lourde, mais elle portait le poids de mes années. Aujourd'hui ne sera pas possible, ai-je dit. Demain, alors. On peut faire un brunch. En fait, la liste de mariage dit qu'il reste encore quelques articles de cuisine. Je sais que vous avez déjà choisi quelque chose, mais si vous vouliez échanger votre cadeau ou ajouter une petite carte avec des détails, ce serait tout à fait possible. Les gens le font tout le temps. Échanger, ajouter des détails. J'avais appris le langage de la pêche à la ligne. J'imaginais tendre à une truite mon propre filet. Non, ai-je dit à nouveau, et j'ai mis fin à l'appel. J'ai posé le téléphone face contre table. L'appartement a respiré. Après 1 minute, il a vibré une fois, puis de nouveau, puis dans un rythme qui ressemblait à une supplication numérique. Je l'ai laissé sur la table et j'ai coupé un carré de la brioche d'Hélène, les tartinés de miel et je me suis tenue à l'évier. Dehors, un bus a soupiré. Quelque part, une porte s'est fermée avec un bruit sourd. Des sons quotidiens, parfaitement dimensionnés pour la santé mentale. Quand j'ai vérifié l'écran, les messages s'empilaient dans des polices alternées. De Mélissa, tellement inquiète. Confirme que tu es en sécurité. D'Étienne, je t'aime. Appelle quand tu peux. D'un numéro inconnu,
Bonjour ma chérie. C'est la maman de Mélissa. Nous sommes préoccupés. La famille doit rester unie. De Mélissa à nouveau, postant une photo de la réception. La famille, c'est tout. J'espère que tu aimes. Un cœur, une clé, une icône de caméra. J'ai ouvert sa publication. 3 photos ont défilé. Mélissa riant avec ses demoiselles d'honneur. Étienne coupant le gâteau. Une photo de groupe près de l'entrée où un vide béant se trouvait exactement là où une mère aurait pu se tenir. La légende ressemblait à une performance. J'ai fermé l'application et je me suis lavé les mains comme si je pouvais l'effacer. Le téléphone a sonné une fois de plus. J'ai répondu parce que je voulais que le choix soit le mien. La voix de Mélissa s'était refroidie d'1 degré. J'ai juste besoin de savoir quoi dire aux gens. Vous êtes parti. Ça a fait mauvais effet. Le patron d'Étienne a demandé pourquoi sa mère avait disparu avant les discours. Pouvez-vous au moins dire que vous avez eu un malaise? Une migraine? Quelque chose d'élégant. J'essaie de gérer l'image. L'image. Le mot s'est logé dans mon estomac comme une pierre. Vous pouvez dire la vérité, ai-je dit. Quelle vérité serait-ce? Que vous m'avez demandé de m'asseoir près de la porte de la cuisine. Elle a émis un son qui ressemblait à un rire étouffé. Personne ne croira ça. Pourquoi dirais-je ça? Ça me fait passer pour quelqu'un de cruel. Ça vous fait passer pour ce que vous êtes. Sa voix s'est amincie. Vivienne, ça devient dramatique. J'essaie de faire ce qu'il faut. J'essaie de vous inclure. Vous essayez de récupérer ce que vous pensez que j'ai, ai-je dit, surprise de mon propre calme. Elle a inspiré brusquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Au revoir, Mélissa. J'ai posé le téléphone et l'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Des messages sont arrivés avec de nouveaux angles, des offres d'envoyer une voiture, des questions sur mon adresse, sur l'accès à l'immeuble, sur la possibilité pour le concierge d'accepter des livraisons. La triangulation a suivi. Hélène m'a envoyé un texto pour dire que Mélissa l'avait contactée, inquiète, demandant si j'étais malade. J'ai dit à Hélène que j'allais bien et je lui ai demandé de garder son souffle pour les gens qui pouvaient l'entendre. L'après-midi s'est adouci vers le soir. J'ai préparé du thé et j'ai déplacé le fauteuil d'Henri pour capter la lumière. J'ai réfléchi à ce à quoi ressemblent de vraies excuses. Elle nomme le mal causé. Elle ne cherche pas à le justifier. Elle ne demande rien en retour. Ce que j'avais entendu n'était pas des excuses. C'était une recherche de clés pour un accès. Près du coucher du soleil, Étienne a envoyé une photo de nous d'il y a des années à une fête d'école. Son visage maquillé était barbouillé, mes cheveux ébouriffés par le vent. Tu te souviens de ça? J'aurais aimé que tu restes hier soir. Mélissa dit que tu as mal compris. On peut repartir à zéro? J'ai tapé et effacé 3 réponses, puis j'ai posé le téléphone sans rien envoyer. Pas pour punir, pour garder la ligne propre jusqu'à ce qu'une vraie conversation soit possible. À la tombée de la nuit, le bourdonnement a ralenti. J'ai placé le téléphone dans un tiroir et je l'ai fermé doucement. La boîte blanche tenait bon sur l'étagère, son ruban, un fin horizon d'argent. Je me suis assise, j'ai levé ma tasse et j'ai senti le calme reprendre sa place dans la pièce autour de moi. Mon numéro avait été petit. Il avait aussi été complet. La tempête est arrivée par téléphone, pas par le ciel. Je rinçais une tasse quand la sonnerie a griffé le comptoir. Le nom de Mélissa a clignoté. Puis le son de pleurs a frappé mon oreille au moment où j'ai répondu. Les mots ont déferlé si vite qu'ils se sont emmêlés. Vivienne, Dieu merci tu as décroché. Étienne s'est effondré au bureau. Ils l'ont emmené en ambulance. Il est à l'hôpital Saint-Louis. S'il te plaît, viens maintenant. Pendant une seconde, le vieux réflexe s'est déclenché. Celui qui envoie une mère courir avant que la pensée ne puisse se former. Je me suis agrippée au bord de l'évier jusqu'à ce que mes mains se stabilisent. Quelle entrée? Ai-je demandé. Urgence ou principale? Urgence, a-t-elle sangloté. Ils font des tests. Ça n'a pas l'air bon. Il a demandé après toi. S'il te plaît. J'ai senti le poids du fauteuil d'Henri derrière moi comme une main entre mes omoplates, me ramenant au centre. Je vais appeler l'hôpital, ai-je dit. Je verrai ce dont ils ont besoin. Viens, c'est tout, a-t-elle plaidé. Il n'y a pas le temps d'expliquer. Il y a le temps de demander un nom, ai-je dit et j'ai mis fin à l'appel. Je me suis séché les mains et j'ai ouvert mon petit carnet à la page où je garde les numéros importants.
Le standard de l'hôpital a répondu à la 3e sonnerie. Une femme calme avec une voix de standardiste. Hôpital Saint-Louis, bonjour. Je cherche un patient, ai-je dit. Étienne Leclerc, admis aux urgences il y a quelques minutes. Laissez-moi vérifier, a-t-elle dit. Les touches du clavier ont tapoté doucement. Un instant. L'instant s'est étiré. J'ai regardé la lumière du soleil glisser sur le ruban argenté de la boîte blanche. Il brillait comme une ligne d'horizon quand on décide de continuer à marcher. Je ne vois pas d'Étienne Leclerc, a-t-elle dit. Il est peut-être au triage sans être encore enregistré. Avez-vous une date de naissance? Je lui ai donné la date. Encore des tapotements. Rien sous ce nom ou cette date de naissance, a-t-elle dit. Je peux vérifier les transferts entrants. Un instant. Mon pouce a laissé une empreinte humide sur le comptoir. J'ai fixé l'endroit où elle s'est évaporée. Une sirène a retenti quelque part au loin. Elle ne s'est pas dirigée vers moi. Pas de transfert en cours pour ce nom, a-t-elle dit. S'il arrive, le système se mettra à jour. Merci, ai-je dit. Quelqu'un saurait-il si un patient est arrivé sans être identifié? Nous ne partagerions pas cette information, a-t-elle dit, professionnelle et gentille. Mais si vous rappelez dans 30 minutes, je pourrai vérifier à nouveau. Je vous remercie de votre aide, ai-je dit et j'ai mis fin à l'appel. La bouilloire s'est mise en marche sans que je me souvienne d'avoir appuyé sur l'interrupteur. Je l'ai éteinte et je suis restée très immobile. Le téléphone a de nouveau sursauté dans ma main. Mélissa. J'ai répondu et j'ai laissé le silence arriver en premier. Où es-tu? A-t-elle dit. Tu es dans un taxi? Le médecin a besoin du consentement de la famille. J'ai appelé l'hôpital, ai-je dit. Ils n'ont aucune trace d'Étienne. Il a dû être transféré, a-t-elle dit rapidement. Ils l'ont probablement emmené à l'hôpital départemental. Ou peut-être qu'il est parti contre avis médical. Il fait ça parfois. Il déteste les médecins. Les ambulances n'emmènent pas les patients à un hôpital pour ensuite les envoyer dans un autre sans paperasse, ai-je dit. Ma voix sonnait comme une pièce aux fenêtres ouvertes. Dans quelle unité est-il? Elle a dégluti et j'ai entendu le petit bruit d'un mensonge qui apprend à marcher. C'était peut-être l'hôpital de la Miséricorde, a-t-elle dit. J'étais si bouleversée. J'ai confondu les noms. Je suis à la voiture maintenant. Je peux passer te prendre. Envoie-moi ton adresse exacte pour que je puisse l'envoyer au chauffeur. Je ne donne pas mon adresse à des gens qui ne peuvent pas nommer un hôpital, ai-je dit. Son ton a changé. Les sanglots ont disparu. La demande s'est faite plus vive. Vivienne, c'est sérieux. Étienne a besoin de toi. Peux-tu s'il te plaît coopérer pour une fois? Nous n'avons pas le temps pour tes soupçons. Poser des questions n'est pas de la suspicion, ai-je dit. C'est de l'amour avec les yeux ouverts. Très bien, a-t-elle lancé, puis a adouci le mot avec une inspiration. Je te rappelle quand j'aurai plus de clarté. Sois juste prête à partir. Garde ton téléphone allumé. J'ai posé mon téléphone sur la table et je l'ai regardé comme s'il était un petit animal bruyant. Puis j'ai appuyé sur le bouton latéral jusqu'à ce que l'écran devienne noir. La pièce a expiré. Dehors, un camion de livraison a grondé. Une porte de l'autre côté du couloir s'est fermée. La vie a gardé sa forme. J'ai versé de l'eau dans la bouilloire et je l'ai allumée pour de bon. Pendant qu'elle chauffait, j'ai pensé au service d'urgence. Je connais leur bruit. Je connais le bip des moniteurs, le crissement des semelles en caoutchouc et l'odeur de désinfectant pour les mains si forte qu'elle efface tout le reste. Je me suis assise au milieu de ces bruits la nuit où Henri est mort. Je lui tenais la main pendant que les infirmières se déplaçaient avec une pitié efficace. C'était une crise. Elle n'avait pas besoin de légende. Elle ne demandait pas une adresse avant de dire la vérité. La bouilloire a sifflé. J'ai versé, j'ai regardé le thé tourbillonner dans la tasse, j'ai respiré la vapeur comme si c'était un médicament. Le téléphone est resté éteint. J'ai posé la tasse sur une soucoupe et je l'ai portée jusqu'au fauteuil d'Henri. Le coussin m'a accueilli avec son soupir familier. En face de moi, la boîte blanche reposait sur l'étagère. Le ruban traçait une ligne nette contre le carton. Les lignes comptent. C'est ainsi qu'une carte devient un chemin. 5 minutes ont passé. Puis 10. J'ai imaginé Mélissa faisant les 100 pas, inventant de nouvelles versions, cherchant l'angle qui ouvrirait ce qu'elle voulait. J'ai imaginé Étienne à son bureau, bien vivant, ignorant l'histoire racontée en son nom.
Mon cœur s'est serré pour le garçon qu'il avait été. Mon esprit a gardé l'homme qu'il était devenu. Deux vérités dans une seule poitrine. C'est en cela que la maternité se transforme si vous vivez assez longtemps. Le téléphone a carillonné une fois en redémarrant. Les messages ont déferlé. De Mélissa, nouvelle à venir. Reste près de ton téléphone. Ne l'éteins pas. D'un numéro inconnu. Ici Jacques, d'un service d'ambulance privée. Nous pourrions avoir besoin d'une signature de la famille par procuration. Envoyez votre adresse. D'Étienne enfin. Tout va bien? Mélissa a dit que tu étais en route. J'ai fixé cette ligne jusqu'à ce que les mots perdent leur forme. Puis j'ai tapé une seule réponse. Es-tu au travail? Il a répondu en 1 minute. Oui. Où veux-tu que je sois? J'ai posé le téléphone comme s'il était brûlant. J'ai senti quelque chose se détendre au bas de ma colonne vertébrale. J'ai éteint le téléphone à nouveau, plus lentement cette fois, non par colère, mais par hygiène. Le bruit est une sorte de saleté. Il colle à la pensée si on le laisse faire. J'ai porté ma tasse à la fenêtre et je me suis tenue entre la lumière et le fauteuil. En bas, la rue bougeait avec une certitude de jour de semaine. Une femme poussait une poussette. Un homme en veste bleue levait son café à ses lèvres sans lever les yeux. L'ordinaire persistait. Je l'ai laissé faire. Quand le téléphone a sonné à nouveau, je n'ai pas répondu. Il a sonné 4 fois, puis 5, puis a cessé. Une icône de messagerie vocale est apparue et a attendu. Je n'ai pas appuyé sur lecture. Je n'avais pas besoin d'entendre la prochaine version. Je connaissais déjà le genre. La fausse alerte est un hameçon. L'inquiétude est une clé. L'urgence est un masque. Je me suis rassise et j'ai rapproché mon carnet. Sur une nouvelle page, j'ai écrit un petit registre. Sous le mot « urgence », j'ai dessiné 2 colonnes. Réel et fabriqué. Sous « réel », j'ai écrit « La dernière nuit d'Henri, la fièvre d'Étienne à 8 ans, la fois où la canalisation du propriétaire a éclaté ». Sous « fabriqué », j'ai écrit « Porte de la cuisine, appel de minuit, histoire de l'hôpital ». Puis j'ai fermé le carnet et j'ai senti l'équilibre s'installer. Je n'ai pas rappelé Mélissa. Je n'ai pas couru vers un endroit qui n'existait pas. Je n'ai pas déversé le contenu de ma vie à quelqu'un qui ne dirait pas le nom d'un bâtiment sans en essayer un autre. J'ai posé ma tasse sur sa soucoupe et j'ai laissé le calme régner. Mon silence n'a pas claqué une porte. Il en a verrouillé une. Les limites ne crient pas, elles cliquent. Le jour du déménagement a commencé avec le silence qui précède une tempête. Sauf que la tempête était faite d'ordre, de carton et d'hommes en gants de toile. Le hall d'entrée sentait l'huile de citron et la moquette neuve. Le concierge m'a salué par mon nom. Il l'avait répété, avec soin et chaleur. Il a fait glisser un livre d'or en cuir vers les déménageurs et m'a tendu une petite pochette contenant le règlement de l'immeuble, un badge d'accès et une carte qui disait « Bienvenue chez vous », dans une typographie sobre. J'ai tenu la carte une seconde de plus que nécessaire. Chez soi est un mot qui peut blesser. Il peut aussi guérir. Le monte-charge s'est ouvert comme un rideau de Seine. Les déménageurs ont fait entrer ma petite vie. 2 valises, une caisse de vaisselle, une boîte de livres emballée dans du papier craft, une lampe avec un abat-jour légèrement cabossé par des années de placard. Le seul meuble que j'ai insisté pour qu'il porte à 2 mains était le vieux fauteuil en bois d'Henri. Le chef d'équipe, un homme aux yeux bienveillants et aux tatouages d'encre, m'a demandé s'il était fragile. J'ai dit qu'il était important. Il a hoché la tête comme si c'était la même chose. Nous sommes montés. L'ascenseur a émis un doux carillon. Les portes se sont écartées sur le hall privé et les doubles portes vitrées du Penthouse. Je les ai déverrouillées et l'océan est entré sans bouger. La lumière de l'eau a trouvé chaque surface et l'a lavée. Je suis resté un instant, pieds nus sur la pierre fraîche, et j'ai senti la pièce m'accueillir. Puis le travail a commencé. Ils ont déposé les cartons dans la cuisine et empilé les livres contre le mur. J'ai demandé qu'ils placent le fauteuil près de la plus grande fenêtre, celle qui donnait à l'est. Il trônait là comme un autel. L'homme au tatouage d'encre a observé mon visage quand ils l'ont posé. Il a souri en voyant mes épaules s'abaisser d'1 centimètre. « Bon endroit », a-t-il dit. « Ça semble juste. » Je leur ai donné un bon pourboire et les ai remerciés d'avoir traité un vieux fauteuil comme une personne. Quand la porte s'est refermée derrière eux, le silence a étendu son lin sur tout. Je me suis déplacé lentement, ne voulant pas troubler le moment. J'ai passé la paume sur le comptoir en pierre, frais et lisse comme un lit de rivière.
J'ai ouvert le réfrigérateur, vide et bourdonnant, une page blanche. J'ai vérifié la cuisinière, la pression de l'eau, le lave-linge superposé qui brillait comme une promesse. J'ai ouvert les placards et les ai trouvés fraîchement tapissés. Dans le placard du couloir, j'ai placé la boîte cadeau blanche sur l'étagère du haut, à côté des serviettes de rechange. Je n'avais pas besoin de la cacher. J'avais besoin de la mettre là où elle observerait sans régner. Depuis le balcon, le vent apportait l'odeur de sel et de métal chauffé par le soleil. En bas, des mouettes traçaient des lignes désordonnées dans les airs. Un remorqueur est passé avec une corne basse qui a fait vibrer la vitre. L'océan est honnête. Il vous dit ce qui arrive, et puis ça arrive. Je me suis appuyé contre la balustrade et j'ai laissé la lumière m'ancrer. À l'intérieur, j'ai fait le lit avec des draps propres qui avaient encore la légère odeur du magasin. Drap neuf, thé d'oreiller neuve, une couette neuve pliée en trois comme dans un hôtel. Dans la salle de bain, j'ai aligné 3 objets simples sur le meuble lavabo. Brosse à dents, peigne, petit pot de crème pour le visage. J'ai débarrassé les comptoirs de tout superflu. La clarté est mon nouveau luxe. J'ai appelé la compagnie d'électricité et confirmé ce que Maître Dubois avait arrangé. Il avait une façon d'arranger les choses pour qu'elles semblent inévitables. J'ai programmé une livraison pour une petite commande de course. Lait, thé, pain, beurre, orange, un bouquet de marguerites bon marché pour la table de la cuisine parce que je le pouvais. J'ai dit au concierge de ne pas laisser monter de visiteurs sans appeler d'abord et de ne pas accepter de colis de noms que je ne reconnaissais pas. Il l'a noté sur un bloc avec du vrai papier et un stylo, pas un écran. Cela aussi ressemblait à du respect. En fin d'après-midi, j'ai déballé les livres et les ai empilés le long du mur en rangées nettes. Le fauteuil d'Henri me regardait travailler. J'ai choisi un de ses favoris, un roman écorné avec le tampon d'une librairie d'une ville que nous avions visitée et que nous pouvions à peine nous permettre. Je l'ai placé sur le rebord de la fenêtre près du fauteuil, le dos tourné vers l'eau. C'était comme l'inviter à admirer la vue. Quand les courses sont arrivées, le livreur a siffloté en voyant les fenêtres. Je lui ai donné un pourboire plus important que prévu, et il est parti en souriant. Le genre de sourire qui vous fait aimer l'avenir. J'ai cassé 2 œufs dans une poêle et je les ai regardés s'épanouir dans le beurre. J'ai mangé debout au comptoir, le genre de repas qui a meilleur goût que n'importe quel restaurant, quand vous savez exactement ce qu'il vous a coûté pour arriver là. Alors que le crépuscule glissait sur la vitre, j'ai éteint les plafonniers et j'ai laissé la pièce devenir bleue. La ville se cousait de lampes. L'océan s'est assombri jusqu'au velours. J'ai porté mon thé jusqu'au fauteuil d'Henri et je me suis assise. Le coussin a poussé son petit soupir, et j'ai senti l'histoire de mon corps s'y installer. Sur l'étagère, la boîte blanche semblait reposer plus facilement. Ce n'était plus un pot de vin, mais une frontière. J'ai dormi légèrement sur des draps propres dans une pièce qui ne se souvenait pas du chagrin. La nuit ne m'a pas réveillée avec des plaintes de radiateurs ou des sirènes. L'immeuble respirait régulièrement. Un grand animal en paix. Avant l'aube, quelque chose m'a tiré du lit. L'horizon avait une couture grise. Puis elle s'est ouverte. La lumière s'est levée comme une main patiente. Le verre s'est réchauffé sous mes doigts alors que la première bande d'or a trouvé le sol et s'est déplacée vers moi. J'ai porté mon thé jusqu'au fauteuil et je me suis assise face à l'est. L'eau recevait le matin comme un visage reçoit le pardon. J'ai parlé à voix haute parce qu'Henri avait toujours aimé la vérité simple. Je pensais que ce serait la maison d'Étienne, mais il s'avère que c'est la mienne. Et pour la première fois, je me sens digne. Les mots n'ont pas fait écho. Ils se sont posés et sont restés. Je les ai laissés. Le soleil a grimpé. La pièce s'est remplie. Le fauteuil m'a tenu comme s'il avait attendu cet angle de lumière précis. J'ai regardé mes mains et j'ai vu qu'elles n'étaient pas vides. Elles tenaient des clés, du papier et des choix. Elles tenaient une vie que j'avais écrite dans les marges. Maintenant, les marges étaient devenues la page. Une mouette a crié quelque part loin en bas. Une porte s'est ouverte et fermée. J'ai levé ma tasse, j'ai goûté le jour et j'ai décidé de commencer. L'appel est arrivé juste après le lever du soleil, quand l'océan était de la couleur de l'étain et que la ville n'avait pas encore décidé qui elle serait. J'étais dans le fauteuil d'Henri avec ma première tasse de thé, regardant une bande d'or ramper sur le sol. Le téléphone a vibré sur le rebord de la fenêtre, son nom remplissant l'écran. Je l'ai laissé sonner une fois, puis 2. J'ai répondu parce que je voulais que le choix soit le mien. Maman, a dit Étienne. Sa voix avait la forme de quelqu'un qui se prépare à une vague. Nous savons pour l'appartement, pour le chèque.
Était-ce pour nous? Allais-tu nous donner ça, à Mélissa et à moi? J'ai regardé la boîte blanche sur l'étagère du placard de l'autre côté de la pièce. Même de là, le ruban argenté traçait une ligne droite. Oui, ai-je dit. C'était pour vous. C'était mon cadeau de mariage. Je l'ai entendu expirer, un son qui voulait être du soulagement et ne le pouvait pas. Alors, c'est vrai, a-t-il dit. On pensait que c'était peut-être une de ces rumeurs. Quelqu'un a reconnu ta signature au bureau des titres de propriété. Quelqu'un d'autre t'a vu avec un directeur de banque. Mélissa a dit qu'il n'y avait aucune chance que tu fasses quelque chose d'aussi énorme sans nous le dire. Je ne savais pas quoi croire. Je l'ai cru, ai-je dit. J'ai cru que je pouvais construire un pont avec du papier. La ligne est devenue silencieuse. Puis il a réessayé. Pourquoi ne nous l'as-tu pas donné? Pourquoi le reprendre? On n'a rien fait pour mériter ça. De l'autre côté de la vitre, l'eau a changé, passant de l'ardoise à l'acier. J'ai gardé ma voix égale. Ta femme m'a demandé de m'asseoir près de la porte de la cuisine pour les photos. Elle voulait les jeunes visages sur le cadre. Je me suis levée. J'ai pris la boîte. Je suis partie. Il a émis un son comme une poche d'air crevé. Je n'ai pas vu. Je jure que je n'ai pas vu. Je sais, ai-je dit. C'est une partie du problème. Il a dégluti. Maman, les gens disent des choses à des mariages qu'ils ne pensent pas. C'était agité. Elle peut être directe. Tu sais, j'aurais arrêté ça si j'avais entendu. J'ai pris une inspiration. Tu étais là. C'est assez de vérité pour moi. Du papier a bruissé de son côté. Mélissa et moi avons parlé toute la nuit. Nous avons été stupides. Nous étions pris dans le tourbillon. Nous pouvons arranger ça. Si le problème, ce sont les photos, nous pouvons les refaire. Nous pouvons arranger les choses. Nous pouvons te montrer à quel point tu comptes pour nous. Me le montrer demande plus qu'un appareil photo, ai-je dit. Il s'est tu, puis a changé de sujet. Combien as-tu gagné? A-t-il demandé, et il semblait avoir honte de la question alors qu'elle franchissait ses lèvres. Je veux dire, pas le chiffre exact, juste si tu es en sécurité. Les gens parlent, maman, le chiffre dans la rumeur est énorme. C'est vrai. Je suis en sécurité, ai-je dit. C'est le seul chiffre qui compte pour moi. Il s'est raclé la gorge. Nous avons pris des décisions qui n'étaient pas intelligentes. Le voyage de noces était à crédit. La voiture était un effort. Nous pensions qu'une promotion arriverait plus tôt. Nous pensions que nous pourrions refinancer. Il s'avère que le marché n'est pas aussi amical qu'il en a l'air à la télévision. Si tu nous avais donné le cadeau, nous aurions pu tout remettre à plat. Nous le pouvons encore. Si tu décides de le faire. J'ai laissé la mer répondre pendant quelques battements de cœur. Les vagues ne se pressaient pas. J'ai fini de payer pour remettre à plat les choix des autres, ai-je dit. Il a tressailli dans le silence. Je pouvais l'entendre. Tu es en colère, a-t-il dit. Je comprends. Nous avons eu tort. J'ai eu tort. J'aurais dû te protéger. S'il te plaît, ne me punis pas pour un moment que je n'ai pas vu. Ce n'est pas une punition, ai-je dit. C'est une question de proportion. C'est moi qui fais correspondre la taille de mon cadeau à la taille du respect que j'ai reçu. Il a reniflé et ses mots sont devenus flous. Maman, ne fais pas ça. Nous pouvons nous excuser. Mélissa s'excusera. Elle te le dira en face. Elle sait qu'elle a dépassé les bornes. Je connais la différence entre des excuses et une demande d'accès, ai-je dit. Il a essayé un angle plus doux. Tu me manques, a-t-il dit. Comment les choses étaient avant. Toi et moi contre le monde. Tu te souviens de la fête de la bibliothèque, de la vente de tartes? Tu m'as appris à lasser mes chaussures sur les marches de l'église. Je me souviens que tu attendais dans le froid mon bus quand je restais tard à l'entraînement. Tu as toujours été là. Sois là maintenant. J'ai fermé les yeux et j'ai vu sa petite main sur mon poignet dans une nuit d'hôpital, chaude de fièvre. Je me suis souvenu du poids de sa tête contre mon épaule. L'amour n'est pas un interrupteur qu'on actionne. C'est une maison avec de nombreuses pièces. J'ai choisi celle avec une serrure. Je suis là, ai-je dit. Je suis chez moi. Je ne suis pas au bord d'une photographie. Il a inspiré brusquement. Si c'est l'argent qui me change, je prouverai que ce n'est pas le cas. Je signerai n'importe quoi. Je mettrai la maison à ton nom. Je mettrai des conditions sur le chèque. J'accepterai tout ce que l'avocat dira. On a juste besoin d'une chance. S'il te plaît.
Tu en as eu une, ai-je dit. Elle est arrivée emballée dans du blanc avec un ruban argenté. Tu lui as dit d'attendre près de la porte de la cuisine. Il a commencé à pleurer. Le son n'était pas joli. Il était réel. Je ne sais pas comment arranger ça, a-t-il dit. Si, tu le sais, ai-je dit. Commence par la vérité. Nomme ce qui s'est passé. Demande pardon sans demander de faveur en même temps. Vis une saison où tu ne me traites pas comme une solution. Viens me voir sans avoir besoin d'une banque. Il est resté silencieux pendant un long moment. Quand il a repris la parole, sa voix était plus petite. Est-ce que je peux venir aujourd'hui? Juste moi. Sans ordre du jour. Je veux te regarder dans les yeux. Je veux dire que je suis désolée sans Mélissa dans la pièce. Pas aujourd'hui, ai-je dit. J'apprends encore ce que c'est que d'avoir de l'espace. Demain, a-t-il dit, et je pouvais entendre le petit garçon en lui, celui qui négociait pour 10 minutes de jeu de plus. Peut-être, ai-je dit. Quand tu voudras une relation avec moi qui ne commence pas par un tableur, tu sauras comment frapper. Quand tu seras prêt, tu sais où je suis. La ligne a tremblé. Maman, a-t-il dit, je t'aime. Je t'aime aussi, ai-je dit. C'est pourquoi je fais ça. Peux-tu me dire une chose? A-t-il demandé. Si je l'avais vu et que je l'avais arrêté, si j'avais mis mon bras autour de toi juste là et que je t'avais amené devant, est-ce que la boîte serait restée sur la table? Oui, ai-je dit, et la vérité s'est installée entre nous comme un tonneau de pluie qui se remplit. Elle serait restée. Il a pleuré à nouveau, plus doucement, et j'ai laissé le son traverser la pièce et sortir par la fenêtre ouverte. J'ai regardé l'eau et j'ai senti la stabilité de quelque chose qui n'avait aucun intérêt à s'expliquer à la rive. Au revoir pour l'instant, Étienne, ai-je dit. S'il te plaît, ne raccroche pas, a-t-il dit. Quand tu seras prêt, ai-je dit, tu sais où me trouver. J'ai mis fin à l'appel et j'ai posé le téléphone sur le rebord. L'océan continuait de bouger. J'ai enveloppé mes deux mains autour de ma tasse et j'ai senti la chaleur s'infiltrer dans mes paumes. Je n'ai pas fait les 100 pas. Je n'ai pas douté. La boîte blanche sur l'étagère a cessé d'être un test. Elle est devenue une frontière qui m'appartenait. Dehors, la lumière s'est intensifiée. À l'intérieur, la pièce est restée calme. J'ai pris une feuille de beau papier et le stylo bleu qu'Henri aimait parce qu'il ne bavait jamais. Je me suis assise à la table de la cuisine, l'océan respirant contre la vitre, et j'ai commencé une lettre que je n'avais pas l'intention d'envoyer. Cher Étienne, je t'écris alors que le matin est encore doux et que les mouettes se disputent sur la balustrade. Je veux quelques vérités sur une page où je peux les voir et où tu pourrais les voir un jour. Quand tu avais 8 ans et que tu brûlais de fièvre, j'ai plié un linge frais et je l'ai pressé sur ton front, puis sur ta nuque, puis de nouveau sur ton front. Tu as dit sans ouvrir les yeux, « Maman, ne me quitte pas ». J'ai promis que je ne le ferais pas. J'ai tenu cette promesse à travers les couloirs d'hôpitaux, les files d'attente à l'épicerie et les nuits qui ne finissaient pas. Pendant des années, je l'ai tenue. Quand la pluie noyait les trottoirs et que les bus étaient en retard, nous rentrions ensemble à pied. Toi en bottes de caoutchouc, moi en vieille basket aux semelles tendres. Tu nommais les camions. Je nommais les nuages. Nous comptions entre l'éclair et le tonnerre. Nous transformions les flaques d'eau en jeux parce que les jeux permettent aux jours pauvres de se faire passer pour riches. J'essorais tes chaussettes dans la baignoire et je les séchais sur le radiateur. Tu t'endormais sur mes genoux pendant que je lisais un livre de la bibliothèque estampillé, à jeter, et sauvé quand même. Après la mort d'Henri, la vérité s'est courbée mais n'a pas rompu. Il a vendu son temps à un travail qui lui a coupé le souffle. Il nous a donné de la gentillesse chaque soir où il lui en restait. J'ai vendu sa montre pour payer ton premier acompte de semestre. J'ai souri au prêteur sur gage parce que la dignité coûte moins cher que la honte. J'ai travaillé les jours fériés et pris les services dont personne ne voulait. J'ai appris à porter la fatigue comme un sac à main assorti à chaque tenue. J'ai fait de la soupe avec presque rien et j'ai choisi les produits au poids et au prix au kilo. J'ai compté les pièces aux caisses où les employés regardaient au-delà de moi vers des gens qui se déplaçaient plus vite. Il y a quelque chose que je veux que tu saches à propos de la boîte au ruban argenté. Je l'ai emballée avec des mains stables. J'ai imaginé que tu soulevais le couvercle, ta bouche s'ouvrant comme quand tu étais petit et que tu découvrais une bougie de plus que prévu. J'ai imaginé Mélissa devenir silencieuse. J'ai imaginé la gratitude atterrir dans la pièce comme un oiseau qui nous faisait confiance. J'ai cru que le papier pouvait être un pont. J'ai cru que l'argent pouvait calmer la vieille faim de respect. J'ai cru que nous pouvions nous parler comme des personnes qui se souvenaient d'où nous venions. À ton mariage,
Quand Mélissa m'a demandé de m'asseoir près de la porte de la cuisine pour que les photos aient l'air jeunes et sans souci, j'ai entendu quelque chose se briser qui se fissurait depuis des années. Je me suis levée, j'ai pris la boîte, et je suis partie. J'ai marché vers un air que je pouvais respirer. Ce choix n'était pas de la fureur. C'était une frontière. Une frontière n'est pas un mur. C'est une porte que l'on verrouille jusqu'à ce que l'autre personne apprenne nous frapper. Je n'écris pas pour te punir. J'écris pour tracer une ligne autour de ce qui a été réel entre nous. Je t'ai aimé à travers les avis de retard, les pots d'échappement rouillés et une solitude qui empruntait mon nom. Je t'ai aimé quand tu étais négligent avec moi. Parce que les enfants s'exercent sur leur mère comme les pianistes font leur gamme. Ils croient que la musique sera là, peu importe la force avec laquelle ils frappent les touches. L'amour n'est pas l'immunité. C'est de l'attention avec une colonne vertébrale. Tu as demandé au téléphone si nous pouvions arranger ça. Nous le pouvons, mais pas avec une photo refaite ou des excuses rapides destinées à débloquer un chèque. Ce qui est brisé doit être nommé. Ce qui est nommé doit être porté. Ce qui est porté doit changer notre façon de marcher. Si tu veux essayer, arrive sans ordre du jour et reste assez longtemps pour entendre comment le silence sonne quand il est choisi, et non imposé. Assieds-toi avec moi à une table sans formulaire dessus. Dis la vérité. Ne gère pas l'image. Pratique le soin. Je pardonne plus facilement que j'oublie. Oublier, c'est ainsi que le mal se répète dans le même costume. Je peux m'asseoir avec la vérité. Je peux aussi m'asseoir avec toi si tu viens en tant que mon fils et non en tant que pétitionnaire. Je n'exige pas de mots parfaits. J'exige des mots honnêtes. Dis, je ne t'ai pas vu et j'aurais dû. Dis, j'ai mis l'image avant la personne. Dis, je voulais ce que tu avais plus que je ne voulais qui tu étais. Puis arrête-toi. Laisse la pièce respirer. Laisse l'océan finir une phrase ou deux. Nous pouvons nous rencontrer dans ce calme, sans prix. Voici la dernière chose vraie pour aujourd'hui. Si un jour tu frappes sans ambition dans les mains, j'ouvrirai. Sinon, souviens-toi qu'il y a eu un jour une boîte cadeau blanche qui t'attendait et une mère qui a gardé son amour et a gardé sa frontière, aussi. Avec amour, maman. J'ai plié la lettre en 3 parties égales comme Henri préférait, les plis bien marqués avec mon pouce. Je suis montée sur une chaise et j'ai glissé l'enveloppe dans la boîte blanche entre l'acte de propriété et la pochette en velours. Le couvercle s'est ajusté parfaitement. Le ruban n'avait besoin d'aucun ajustement. Il connaissait déjà son travail. J'ai replacé la boîte sur l'étagère où le matin pouvait la trouver et où je pouvais la trouver aussi, quand j'avais besoin de me souvenir que la miséricorde et les limites peuvent vivre dans la même maison. Le concierge a appelé en premier. Madame Leclerc, votre fils et sa femme sont dans le hall. Il demande à monter. J'ai regardé le visiophone. 2 silhouettes se tenaient près du bureau sous le haut plafond. Mélissa tenait un sac brillant. Étienne se balançait d'un pied sur l'autre. Dites-leur s'il vous plaît que je ne reçois pas de visiteurs, ai-je dit. S'ils laissent quelque chose, gardez-le à la réception. J'ai raccroché et j'ai ouvert la porte du balcon. Du 14e étage, le port scintillait. Des mouettes cousaient l'air en dessous. Ils se sont avancés sur le trottoir et ont tendu le cou vers mes fenêtres comme s'ils pouvaient voir à travers le verre et les décisions. Le vent a soulevé mes cheveux et j'ai prononcé la phrase que j'avais répétée dans le silence. La porte s'ouvre au respect, pas à la cupidité. Ils ont essayé l'interphone ensuite. Le buzzer a retenti dans mon couloir, une petite supplication mécanique. J'ai regardé la lumière clignoter et s'éteindre. Je n'ai pas répondu. Quand l'ascenseur est arrivé à mon étage par habitude, ses portes se sont ouvertes sur un couloir vide. Une petite pantomime de bienvenue. Je les ai laissées se refermer. Mon téléphone a carillonné. Un texto d'Étienne. Maman, on est en bas, s'il te plaît. Puis un autre. On veut s'excuser en personne. On t'aime. 5 minutes. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai posé ma paume sur le verrou. À travers le bois, j'ai senti mon pouce se stabiliser. J'ai pensé à la porte de la cuisine à la réception, à la façon dont le monde voulait que je devienne une architecture. Pas aujourd'hui. Le concierge a de nouveau sonné. Ils demandent gentiment, a-t-il dit. Ils disent qu'ils veulent seulement parler. Je sais, ai-je répondu. Offrez-leur de l'eau. S'ils attendent, laissez-les attendre. Je suis allée au fauteuil d'Henri et je me suis assise face à l'entrée, comme si la présence pouvait être un acte de choix. Les minutes s'allongeaient à l'écran. J'ai vu Étienne se pencher sur le bureau.
Mélissa a posé le sac comme un appât. Les portes du hall s'ouvraient et se fermaient pour les coursiers et les voisins. Un résident a dû avoir pitié. La caméra a montré Étienne et Mélissa se faufilant derrière quelqu'un. Mon interphone s'est allumé. L'ascenseur montait. Je me suis levée et j'ai traversé jusqu'à ma porte. Sur le paillasson intérieur, j'ai redressé les coins avec mon pied. J'ai entendu leur voix dans le couloir. Assourdie. Urgente. Ils se sont arrêtés dehors. Étienne a frappé. 3 petits coups qu'il s'entraînait à faire à Halloween. Maman, a-t-il dit à travers le bois. C'est moi. La voix de Mélissa a suivi, brillante. Vivienne, on veut seulement 5 minutes. On a apporté quelque chose pour vous. On peut le laisser si vous préférez. J'ai touché le laiton froid de la poignée, mais je ne l'ai pas tourné. Entre mes doigts et le couloir se trouvait tout ce que j'avais appris cette année. J'ai appuyé mon front contre le cadre et j'ai respiré 1 fois, 2 fois. Je pouvais rendre cela facile. J'avais rendu tout si facile pendant si longtemps. Les muscles s'en souvenaient. J'ai reculé. S'il te plaît, a dit Étienne. Le mot a atterri lourdement, puis a roulé sous la porte et s'est couché à mes pieds, le regard levé. Je n'ai rien ramassé. Pas aujourd'hui, ai-je dit, la voix calme comme un livre fermé. Quand tu seras prêt à me rendre visite sans ordre du jour, tu sauras comment frapper. Il y a eu une pause pendant laquelle je l'ai senti reconnaître la phrase comme une carte. Mélissa a réessayé. On a un plan pour arranger ça. On peut refaire des photos, faire un dîner de famille, montrer à tout le monde. J'ai pressé le loquet juste assez pour que le mécanisme clique. Le son le plus doux qu'une serrure puisse faire. Arrêtez de gérer l'image, ai-je dit à travers la porte. Commencez à dire la vérité. Puis je me suis éloignée. Nous nous tenions de chaque côté de la ligne. À l'intérieur, l'air de ma vie. Dehors, leur souffle embuant la peinture. Les doigts d'Étienne ont frôlé le bois 1 fois, plus un contact qu'un coup. D'accord, a-t-il dit enfin, et j'ai entendu le garçon apprendre à se tenir droit dans l'homme. Leurs pas se sont éloignés. L'ascenseur a carillonné, les portes se sont ouvertes. Un petit courant d'air a parcouru le couloir et a soulevé le bord de mon tapis. Je l'ai remis droit, doucement. Je suis retournée sur le balcon. Ils sont réapparus sur le trottoir, plus petits maintenant. Les visages tournés vers le haut, puis détournés. Le sac brillant se balançait au poignet de Mélissa. Elle l'a posé sur un banc et l'a laissé là, comme une pensée qu'elle ne voulait pas porter. Le port a continué de scintiller comme si rien ne s'était passé, et c'est exactement ce qui s'était passé. À l'intérieur, j'ai écrit une ligne dans mon carnet. Aujourd'hui, j'ai gardé le seuil. J'ai glissé le carnet sous la boîte blanche sur l'étagère du placard pour que les mots puissent reposer sous le ruban. Puis je me suis tenue dans l'embrasure de la porte du balcon, un pied sur la pierre, un sur le bois, et j'ai senti le cadre me soutenir. Une maison, ce sont 1000 choix déguisés en charnière et en loquet. J'ai fermé doucement la vitre, et le clic a sonné comme une phrase terminée. Le soir est tombé. La vitre est passée du clair au bleu. L'eau dehors est devenue une seule nappe. J'ai fait bouillir de l'eau et j'ai sorti la tasse que je garde pour les nuits où la douleur sous les côtes veut de la compagnie. Le thé est un petit rituel. Chaleur, feuille et patience. Il donne aux mains quelque chose de gentil à faire. J'ai porté la tasse jusqu'au fauteuil d'Henri et je me suis tournée vers la fenêtre. Mon reflet y flottait. Une femme dans une belle pièce qui pouvait encore se sentir vide sur les bords. La solitude ne crie pas. Elle frappe 1 fois, puis attend. Je l'ai sentie frapper. Elle ne m'a pas demandé d'appeler qui que ce soit. Elle ne m'a pas demandé de bouger. Elle a seulement touché le dos de ma main d'un doigt frais. J'ai pensé au garçon qui demandait une histoire de plus. J'ai pensé à l'homme qu'il est devenu, exercé à l'ambition et maladroit avec le soin. La boîte cadeau blanche sur l'étagère gardait sa ligne argentée comme un horizon. L'interphone a sonné. Le visage d'Hélène est apparu avec 2 femmes à ses côtés. Elle a fait un signe de la main. L'une portait un sac de course. L'autre tenait un plat couvert. J'ai appuyé sur le bouton. Montez, ai-je dit. Quand elles sont arrivées à ma porte, le couloir sentait l'ail et le beurre. Hélène m'a embrassé sur la joue comme si les 40 dernières années n'avaient été qu'un seul après-midi. On a amené des renforts, a-t-elle dit. Voici Alma. Voici Joël. Partenaire en espièglerie. Les yeux d'Alma étaient bienveillants. Joël se tenait comme une enseignante à la retraite.
Nous sommes entrés dans la cuisine et les trois se sont déplacés comme un trio bien rodé, ouvrant les tiroirs sans demander, trouvant des bols comme si elles avaient vécu ici pendant des années. Hélène m'a tendu un couteau. Coupe ces tomates, a-t-elle dit. Épaisse, pas timide. Alma faisait fondre du beurre avec des oignons hachés. Joël rinçait de la laitue et la mettait dans un saladier. J'ai souri au son de leur travail, le clic du gaz, le bruit sourd d'une cuillère contre la casserole. Hélène a fait griller du pain dans une poêle jusqu'à ce que le fromage fonde. Alma a remué la soupe jusqu'à ce qu'elle passe de liquide à velouté. Joël a coupé des pêches et les a saupoudrées de sucre et de citron. Dessert, a-t-elle dit. On honore le fruit avant qu'il n'oublie que c'est l'été. Nous avons mangé sur l'îlot central sous les suspensions. Soupe à la tomate dans de larges bols. Croque-monsieur croustillant sur les bords. Une salade qui avait le goût des jardins. Garde espoir. Hélène a levé son verre d'eau. À Vivienne, a-t-elle dit, qui a appris à dire non et à le faire sonner comme de la musique. J'ai senti mon visage chauffer. Aux amis, ai-je dit, qui se présentent avec le dîner et réparent la forme d'une pièce. Elles ont raconté des histoires. J'ai laissé ma colonne vertébrale se détendre. Le mari d'Alma avait été un mécanicien qui pouvait tout réparer sauf le temps. Elle portait sa bague sur une chaîne. Joël tenait une classe avec grâce et un sifflet. Hélène a avoué qu'elle avait un jour scandalisé le comité de l'église en autorisant la vente de gâteaux à accepter les cartes de crédit. La miséricorde ne devrait pas exiger la monnaie exacte. Nous avons ri. Le son a poli l'air. Après que les assiettes furent vides, Joël m'a regardé avec l'attention bienveillante que les femmes plus âgées accordent lorsqu'elles mesurent le temps qu'il fait dans vos yeux. Tu as fait une chose difficile, a-t-elle dit. Difficile ne veut pas dire mal. Difficile veut souvent dire correct. Alma a hoché la tête. La gentillesse sans défense invite les chèvres, a-t-elle dit, et Hélène a failli cracher son eau. Nous avons fait la vaisselle. J'essuyais pendant qu'elle rinçait. Les mains travaillant côte à côte peuvent dire ce que les bouches craignent. Alma a séché le dernier bol et s'est appuyée sur le comptoir. Tu le sais, a-t-elle dit, mais ça t'aide de l'entendre. La famille peut être les gens qui ont appris ton rire au lieu des gens qui partagent ton nez. J'ai regardé les trois, les manches retroussées, les cheveux lâches, les visages éclairés par l'utilité. La douleur a reculé. Restez pour le thé, ai-je dit. Nous avons porté les tasses au salon et nous nous sommes tournés vers les fenêtres. La nuit s'étendait sur l'océan comme une courte pointe. De petites lumières clignotaient le long de la côte. Hélène a replié ses pieds sous elle comme une adolescente. On devrait nommer ça, a-t-elle dit. 7 heures de femmes dans une pièce en hauteur qui disent la vérité. En faire une habitude. Joël a hoché la tête. Les vigiles du jeudi, a-t-elle dit. Alma a souri. Avec des croque-monsieur. Je leur ai parlé de la lettre que j'ai écrite et cachée dans la boîte blanche. Hélène a demandé à la tenir. Je l'ai posée entre nous. Elle a touché le ruban comme un violoniste teste une corde. Ce n'est pas une arme, a-t-elle dit. C'est une cloche. Ne la sonne que lorsque le respect entre. Elles sont parties vers 10 heures, promettant d'envoyer un texto une fois arrivées dans leur maison calme. La porte a cliqué. L'appartement a écouté. Je me suis tenue sur le balcon avec la porte vitrée ouverte et la moustiquaire fermée. En bas, quelqu'un a ri. La nuit l'a porté jusqu'à moi comme un cadeau. J'ai murmuré, la famille, ce sont les gens qui te gardent entière. J'ai senti la maison me soutenir. Je l'ai laissé faire. La gratitude est arrivée, calme et solide. Je lui ai fait de la place. Je n'attendais pas un appel. La présence m'avait répondu. Les fenêtres sont devenues des miroirs. Mon reflet n'avait plus l'air seul. Il avait l'air accompagné. J'ai lavé les tasses scellées et mis à sécher. J'ai écrit une ligne dans mon carnet. La famille choisie est venue dîner. La pièce s'en est souvenue. Puis je suis allée au fauteuil d'Henri et je me suis assise. Le coussin a soupiré. J'ai soupiré en retour. La mère gardait son conseil. Mon cœur battait au même rythme. Je me suis réveillée avant le lever du soleil avec une phrase déjà formée, comme si l'océan l'avait écrite sur mes côtes pendant la nuit. Ma douleur ne servira pas seulement à les payer. Elle deviendra un abri pour d'autres. J'ai préparé du thé, j'ai posé la boîte blanche sur la table comme un témoin, et j'ai appelé Maître Dubois dès que l'horloge a atteint une heure décente. Il a écouté sans interrompre, puis a dit ce qu'il dit toujours quand le cœur dépasse les mains. Venez.
Nous allons transformer le sentiment en papier. Sa salle de conférence sentait légèrement le toner et l'huile de citron. Maître Dubois avait déjà empilé des dossiers le long du bord de la table, les onglets formant un arc-en-ciel sensé. Il a fait glisser un bloc-notes juridique vers moi. « Donnez-lui un nom », a-t-il dit. J'ai écrit « Fondation du phare », parce que la lumière, la sécurité et un moyen de s'abriter des eaux agitées sonnaient juste dans ma bouche. Il a hoché la tête. « Mission ». Je l'ai dit lentement pour que nous puissions entendre ses os. Soutien d'urgence et assistance juridique pour les femmes âgées victimes d'exploitation financière par leur famille ou leurs soignants. Il a barré « soignant » et a écrit « aidant », moins clinique, a-t-il dit. Nous avons esquissé des programmes avec un crayon bien taillé, des micro-subventions pour le loyer et les charges lorsqu'un enfant adulte vide le compte d'un parent, une journée de consultation juridique par mois où des avocats pro bono aident à défaire des signatures prédatrices, des ateliers sur les procurations durables, les désignations de bénéficiaires et comment dire non sans s'excuser. Une petite ligne d'assistance téléphonique qui renvoie à des bénévoles formés pendant les heures de bureau, des partenariats avec des refuges et des églises qui font confiance aux femmes qui franchissent leurs portes, portant des sacs de courses pleins de reçus et de honte. Conseil d'administration, a dit Maître Dubois. 3 au minimum. J'ai souri. Hélène, Alma et Joël. Il a souri comme s'il le savait déjà. Bon choix. Elles vous diront la vérité. Nous avons rédigé des statuts en langage simple, des mandats limités, des règles de conflit d'intérêts, une exigence qu'au moins la moitié de toutes les subventions soient versées dans les 90 jours, afin que la Fondation n'oublie jamais son but. Il a commandé un numéro sirène pendant que je lisais les statuts à haute voix, prononçant les mots pour les rendre réels. Puis la chorégraphie des signatures a commencé. Les pages ont glissé, les stylos ont gratté. Le notaire de Maître Dubois a tamponné chaque document avec un seau argenté qui captait la lumière. Le papier, c'est le pouvoir, a-t-il dit, mais seulement quand il bouge. Nous avons ouvert le compte courant au Crédit Mutuel de l'autre côté de la rue. Le directeur de l'agence m'a serré la main et a imprimé un chéquier temporaire. De retour dans la salle de conférence, j'ai rédigé le premier chèque à l'ordre de la dotation de la Fondation du phare, pour un montant qui semblait sérieux tout en me laissant de la marge pour respirer. Les chiffres étaient nets sur la ligne. Maître Dubois a observé mon visage. « Qu'est-ce que ça fait ?» J'ai dit, « C'est comme mettre un toit sur une maison qui attendait. » Nous avons composé un formulaire de demande de subvention d'une page qui tenait sur un presse-papier. Nom, situation décrite avec vos propres mots, besoin immédiat, une case à cocher si un membre de la famille vous met la pression, une promesse que nous appellerions dans les 48 heures. Pas de dissertation, pas d'obstacle. La dignité avance plus vite quand le formulaire est court. Maître Dubois a appelé 2 amis qui dirigent des permanences juridiques. Ils ont accepté de prendre nos références le mercredi. J'ai envoyé un email au curé qui avait organisé la chaîne de repas à la mort d'Henri. Il a offert une salle au sous-sol de l'église et une cafetière qui ne s'arrête jamais. Hélène a envoyé un texto pour dire qu'elle et Alma allaient chercher les prix pour un site web de base. Et Joël concevrait un dépliant qui ne ressemblerait pas à un appel à l'aide, mais à une invitation à la stabilité. Nous nous sommes rassemblés autour du dossier final. Maître Dubois a tapoté la ligne de signature avec son stylo. J'ai signé de mon nom complet, de la même main que j'utilisais pour signer les autorisations scolaires et les chèques de loyer. Il a contresigné en tant qu'agent enregistré. Le notaire a apposé le sceau avec 2 mains fermes. Le son était calme et décisif. « Voilà », a dit Maître Dubois. « Maintenant, vos intentions ont une colonne vertébrale. » J'ai tenu les statuts tamponnés et j'ai senti leur poids. Ma douleur ne servira pas seulement à les payer, ai-je répété, cette fois à la pièce et à moi-même. Elle deviendra un abri pour d'autres. La bouche de Maître Dubois s'est adoucie. C'est la meilleure utilisation d'un gain que j'ai entendu depuis longtemps. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté chez un imprimeur et j'ai commandé une petite plaque pour mon bureau. Fondation du phare. Justice en papier. Aide discrète. L'employé a demandé si c'était un cabinet d'avocats. Pas exactement, ai-je dit. Plutôt un toit chaleureux. De retour aux Pentouzes, j'ai placé une copie des documents déposés dans un nouveau dossier et je l'ai glissé dans le placard à côté de la boîte blanche, non pas pour le cacher, mais pour garder la mission à côté de la mémoire. J'ai envoyé un texto aux 3 femmes. Nous sommes officiels. Les vigiles du jeudi incluent maintenant les réunions du conseil. Apportez des croque-monsieur.
Hélène a répondu avec un emoji de trompette qu'elle sait à peine utiliser. Alma a envoyé une photo de pêche. Joël a écrit « Les procès-verbaux seront courts et cléments ». J'ai ouvert la porte du balcon et j'ai laissé le vent se répandre sur la table. Le port a brillé. Quelque part, un remorqueur a sonné de sa corne. J'ai posé ma main sur le dossier et j'ai senti le monde basculer d'une fraction vers le juste. Une vie peut tourner tranquillement quand on met son nom sur la ligne qui compte. Hélène est arrivée la première avec un sac de course et une bouteille enveloppée dans du papier craft. Alma et Joël ont suivi avec un plat à gratin et une petite boîte en fer qui cliquetait comme si elle contenait des biscuits. J'avais mis la table de la salle à manger avec du lin et la porcelaine que je ne touche presque jamais. Puis je me suis arrêtée et j'ai sorti le vieux service à thé d'Henri. La porcelaine était fine sur le bord et décorée d'un motif bleu délavé. Sur cette table brillante sous un haut plafond, les tasses ressemblaient à des survivantes assises au premier rang. J'ai placé la théière au centre comme si elle méritait les feux de la rampe. Réunion du conseil d'administration, a dit Hélène en souriant. Avec dîner et opinion bien arrêtées. Les procès-verbaux seront courts et cléments, a répondu Joël, s'installant déjà dans une chaise avec l'aisance de quelqu'un qui a mérité de nombreuses soirées d'appartenance. Alma a soulevé le couvercle du plat. De la vapeur s'est élevée, sentant la maison et le beurre. Nous avons mangé d'abord, car la réflexion est plus douce le ventre plein. Gratin, salade verte, pêche coupée dans un bol en verre. Du pain avec une croûte qui chantait quand on le coupait. Une fois les assiettes débarrassées, j'ai posé le service à thé sur un plateau et j'ai servi. L'émail a capté la lumière des fenêtres. Hélène a regardé mes mains. Henri aimerait ça, a-t-elle dit. Simple et précis. J'ai failli le laisser dans le placard pour toujours, ai-je dit. Mais je voulais que quelque chose d'ancien soit à l'aise dans le nouveau. Les tasses sont légèrement teintées contre les soucoupes. Pendant un instant, j'ai entendu nos voix plus jeunes dans ce son. Nous avons ouvert le dossier de la fondation du phare. J'ai fait circuler les statuts tamponnés et le premier relevé de chèque. Alma avait créé une maquette simple d'un site web d'une page sur sa tablette. La bannière indiquait « Fondation du phare » avec un petit croquis de phare que Joël avait dessiné sur un post-it jaune et scanné. Hélène a tapoté une section intitulée « Appelez-nous » et a souri. Pas un portail, a-t-elle dit. Un numéro de téléphone qui sonne là où un humain répond. Nous avons lu le projet de dépliant à voix haute. Aide discrète pour les femmes âgées confrontées à la pression financière de leur famille. Microsubventions, consultations juridiques, une ligne d'assistance tenue par des gens qui écoutent. Joël a marqué un mot avec son crayon. Remplacer pression par coercition, a-t-elle dit. Nommons les choses. Nous avons voté. 3 doigts se sont levés, puis le mien. Un petit parlement de femmes qui ont porté des vies dans des sacs. Une fois les affaires terminées, nous avons laissé la pièce expirer. Alma a pris un biscuit et a raconté une histoire sur son mari qui apportait du thé au cinéma dans un thermos parce que les friandises étaient trop chères. Hélène a rappelé le jour où elle est entrée dans une banque pour fermer un compte qui facturait à sa mère des frais chaque fois qu'elle respirait. Joël a avoué qu'elle s'était un jour entraînée à dire non dans le miroir pour que le mot s'adapte à sa bouche quand elle en aurait besoin. J'ai regardé leur visage et j'ai senti le poids dans ma poitrine se déplacer vers la légèreté. Il y a des années, je croyais que je passerais cette partie de ma vie à me rétrécir dans les coins de pièces sans histoire. Maintenant, 3 femmes utilisaient ma table comme une rampe de lancement. L'océan au-delà de la vitre poursuivait sa conversation régulière avec le rivage. La ville allumait ses lampes, et le Penthouse se réchauffait comme un foyer. J'ai rempli à nouveau les tasses. La théière a versé avec une légère oscillation, comme elle l'avait toujours fait. Je pensais que je mourrais en silence, ai-je dit. Mais il s'avère que le silence peut être un commencement. Hélène a hoché la tête, les yeux humides comme ils le deviennent quand la vérité atterrit sans fanfare. Alma s'est penchée et m'a serré le poignet. Joël a levé sa tasse comme pour un toast. Nous avons porté notre thé sur le balcon et nous nous sommes tenus derrière la vitre car le vent avait des dents. Des lumières scintillaient le long du port. Un remorqueur a émis une longue note basse qui a vibré dans nos côtes. Il nous faudra plus de chaises, a dit Hélène. Pour les femmes qui viendront. Je les ai imaginées arrivant avec des enveloppes pleines d'avis et un regard qui disait qu'elles étaient prêtes à l'incrédulité. J'ai imaginé le soulagement qui se répand quand quelqu'un vous croit du premier coup. De retour à l'intérieur, nous avons rincé la vaisselle et l'avons mise à sécher. Les tasses d'Henri ont fait de petits clics de porcelaine en se posant.
Alma a essuyé la table et l'a laissée plus vide qu'elle ne l'avait trouvée. Une gentillesse en tissu. Joël a scotché le projet de dépliant sur le réfrigérateur. Une bonne idée à sa place là où vit le lait, a-t-elle dit. Nous avons ri, et la pièce a semblé prendre une inspiration plus profonde. À la porte, Hélène m'a serré fort dans ses bras, assez pour stabiliser mes os. Ta maison tient bon, a-t-elle dit. Alma a mis la boîte de biscuits dans mes mains pour le lendemain. Joël a promis d'envoyer par email un procès-verbal qui se lirait comme un poème. Après la fermeture de l'ascenseur, je suis restée silencieuse avec un plateau dans les mains, écoutant l'immeuble respirer. J'ai lavé les tasses, les ai séchées et les ai posées sur l'étagère à hauteur des yeux. Le motif bleu semblait moins délavé sous cette lumière. Dans le placard, la boîte blanche attendait avec son ruban fidèle. Je ne me sentais pas hantée par elle. Je me sentais accompagnée par ce qu'elle m'avait appris. J'ai éteint la lumière de la cuisine et j'ai laissé la pièce briller de ce qui restait. Ma vie n'est pas devenue plus bruyante ce soir. Elle est devenue plus profonde. Le ciel prend des teintes cuivrées sur les bords et s'assombrit vers une couleur de vin. Je porte mon thé sur le balcon et je sens le vent soulever une mèche de cheveux. Le porc respire comme un animal calme en contrebas. La porte vitrée coulisse facilement. Cette maison sait comment s'ouvrir et comment retenir. Je pose mes avant-bras sur la balustrade et la chaleur de la tasse réchauffe l'endroit où vit mon pouls. Des lumières s'allument le long de la côte, une fenêtre à la fois, comme si la ville se souvenait de sa douceur. Derrière moi, le fauteuil d'Henri attend à sa place, tourné vers l'est pour les matins et vers l'ouest pour les soirs, une charnière fidèle entre ce qui fut et ce qui est. Sur l'étagère du placard, la boîte blanche repose à côté du nouveau dossier de la Fondation du Phare, Mémoire et mission, épaule contre épaule. Je pense aux femmes que nous allons rencontrer. Les mains pleines de lettres et de frais de retard. Les yeux pleins d'excuses pour des choses qui n'ont jamais été de leur faute. La justice en papier les accueillera à une table et une bouilloire sera prête. Mon téléphone se met à sonner depuis la cuisine. Le son se propage comme un galet jeté sur l'eau. Je ne bouge pas. Une mouette dessine un paresseux 8. Un remorqueur fredonne sa note basse. La lumière penche plus vers l'or que le rouge. La sonnerie s'arrête, puis recommence. Je lève la tasse et regarde la vapeur s'élever comme une bénédiction. Les appels peuvent faire le tour de la pièce s'ils en ont besoin. Je ne suis pas une destination ce soir. Je prononce une phrase à voix haute parce que le fait de la dire m'a appris à vivre en elle. Parfois, la plus grande victoire pour une femme, après une vie passée à être ignorée, n'est pas de crier. C'est de dire non. Les mots ne durcissent pas l'air. Ils l'adoucissent comme une bonne couture rapproche un tissu déchiré. Je sens la vérité s'installer là où la peur avait l'habitude de siéger. Le téléphone sonne une 3e fois et tombe dans le silence. J'imagine Étienne trouvant sa propre porte, la bonne, celle qui s'ouvre sans transaction. J'imagine Mélissa apprenant la différence entre l'image et le soin. L'horizon prend le soleil et garde sa lueur. Je pose la tasse sur la petite table près de la chaise longue et je pose légèrement ma paume sur son bord. La caméra s'arrêterait ici s'il y avait une caméra, une main stable sur une tasse ordinaire. La preuve que la paix n'est pas théâtrale. Derrière la vitre, l'appartement conserve sa forme avec des lampes basses et des comptoirs clairs. Les tasses d'Henri sèchent sur l'égouttoir, le motif bleu captant la dernière lumière. Sur le réfrigérateur, le dépliant de Joël attend d'être collé. Sur le bloc-notes, une liste pour les appels de demain. Ma vie ne se penche plus vers l'extérieur pour obtenir une permission. Elle se tient sur ses propres pieds et laisse la gentillesse choisir sa direction. Je fais glisser la porte du balcon jusqu'à ce qu'elle rencontre le cadre et je la laisse juste avant le loquet. Une porte entr'ouverte est une frontière et une invitation. Elle fait confiance au temps et se souvient du vent. J'ai de la place pour les deux. Le port s'assombrit jusqu'à l'ancre. Les premières étoiles insistent pour être vues. Je lève à nouveau mon thé, je sirote, et je laisse la chaleur tracer une petite ligne fidèle à travers moi. Avant de nous dire au revoir, nous aimerions savoir d'où vous nous regardez. Est-ce un matin tranquille avec une tasse de café chaud ou une nuit tardive où des histoires comme celle-ci vous tiennent compagnie? Dites-le nous dans les commentaires. Nous lisons chaque note avec gratitude. Si cette histoire a touché votre cœur, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, non seulement pour entendre plus d'histoires comme celle-ci, mais pour faire partie d'une communauté qui croit en la gentillesse, la guérison et les secondes chances. Si vous avez vécu quelque chose de similaire, partagez une ligne de votre histoire. Votre courage aide une autre femme à respirer plus facilement aujourd'hui.
Merci d'avoir passé votre temps avec nous aujourd'hui. Où que vous soyez, nous espérons que vous emporterez cette histoire avec vous et que vous vous souviendrez de cette vérité. Parfois, le miracle ne frappe pas à votre porte. Il attend tranquillement que vous soyez prêt à ouvrir votre cœur. Prenez soin de vous et à la prochaine histoire.